Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Regardez ça. Je peux pas. Vous ne devriez pas non plus. Vous devriez le détruire. Le détruire? Mais vous vous rendez compte? C'est une relique. C'est déjà interdit d'en avoir une. Il y a peut-être toutes les réponses là-dedans, toutes les choses qu'on sait pas. Il faut qu'on... On pourrait vous envoyer au nettoyage pour ça. Vous allez prévenir votre mari? Débarrassez-vous de ça. Salut à tous, bienvenue dans Geek en série. Et oui, cette fois-ci, nous allons prendre nos sacs à dos, nos bouteilles d'eau et descendre dans les profondeurs du silo pour essayer d'en découvrir ses secrets. Pour m'accompagner dans cette expédition folle, je suis avec Léna. Coucou Léna, ça va? Coucou Faye, ça va très bien. Ouais, c'est bon, t'as tout prévu, les grappins? Je suis équipée, Ouais. on peut partir. Ouais. D'accord. Et puis il y a aussi Sophie qui va être notre boussole, qui va nous aider à pouvoir survivre, peut-être en trouvant de la nourriture auprès des amis du silo, puisque n'oublions pas que le cannibalisme est sa spécialité. Ça Tout va, à fait. Sophie? Les oreilles grillées, meilleur plat au monde. Ah bah oui, tiens, franchement, ça réchauffe ça, moi je vous le dis. On commence déjà très très fort, mais vraiment, on avait envie de revenir sur cette série parce que elle était quand même bien sympathique, une belle production de Apple TV. Donc on va essayer un peu de vous partager tout ça, de vous parler un peu des livres aussi, puisque c'est une adaptation. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Quand même, je vous rappelle, pour ceux qui peut-être nous découvrent avec cet épisode, que Geek en série, vous pouvez nous retrouver un peu partout. On est sur Apple Podcasts, par exemple, sur Spotify, sur Deezer, enfin bref, sur toutes vos applications de podcast préférées, mais aussi sur YouTube, c'est fantastique. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre, pourquoi pas des étoiles et des gentils commentaires, ça nous aide à nous faire connaître, et puis vous pouvez réagir aux émissions, ça permet de poursuivre les débats et les analyses, et c'est toujours sympa. Donc voilà, c'était le petit rappel de début d'émission. Et c'est parti, nous partons à l'ascension, j'allais dire, mais non, parce que c'est plus la descente quand même. On va partir dans les abysses du silo après ce petit extrait de générique ou de bande-annonce, on verra. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. Nous ne savons pas qui a bâti le silo, ni pourquoi nous sommes sous terre. Nous savons seulement que dans le monde à l'extérieur de notre sanctuaire règne la mort. Si on devait réduire le pacte à une seule règle, ce serait... Ne dites surtout pas que vous voulez sortir. Ou vous sortirez. Putain de merde, vous sortirez. Ça t'arrive jamais de penser au monde au-delà du silo? Peut-être que ce qu'on voit ici, ce n'est pas ce qu'il y a en surface. Aux machines, tout le monde a toujours une théorie sur le silo. Je dois découvrir la vérité. Je crois que les réponses à de nombreuses questions sont sur ce disque dur. Vous devez rester tranquille. Et vous faire la plus discrète possible. Êtes-vous prêt à vous dévouer corps et âme pour servir le silo? L'horloge tourne. Nous n'avons plus beaucoup de temps. C'est une menace grave à l'ordre du silo. Eh ben moi, je m'en fous complètement. Ce que je veux, c'est trouver la vérité.
Il vaut mieux que certains mystères ne soient pas résolus. Alors je le disais en début, d'émission, Silo, c'est l'adaptation, d'une trilogie, on peut le dire. Est-ce que tu veux, nous la présenter, Sophie? Oui, à la base, Silo, c'est surtout un premier roman Mmh. qui a été publié par son auteur américain Hugh Honnay en auto-édition sur Amazon. Ouais. Et en fait, ça connaît un tel succès qu'il y a un éditeur qui se présente Mmh. et il va faire aussi des suites. Du coup, on comprend mieux peut-être cette création, pourquoi les tomes, du coup, sont pas forcément comme une suite logique, mais le premier tome est une histoire. Ensuite, il y a la préquelle, on va dire, dans les origines, et le Mmh. troisième tome boucle en raccordant les deux autres. Du coup, le premier tome, a priori, a été créé pour fonctionner tout seul. Après, je trouve que lire les 3 tomes permet quand même de bien comprendre l'univers, et que si on se contente que du premier, on peut rester un peu sur sa faim. Et j'imagine que les producteurs de la série ont pensé pareil et ont prévu de nous faire, je sais pas combien ils vont découper, parce que apparemment le premier tome a été découpé en 2 pour la première saison. Ouais. Donc du coup, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir 6 saisons, ou est-ce qu'ils vont compulser plus ou moins? Bon, on verra bien. Et puis on vous en parlera peut-être en fin d'émission de nos attentes. Tout à fait. Donc a priori, en France en tout cas, on ne peut lire de lui que Silo. Mmh. Mais il a fait une autre saga qui n'est disponible que pour les anglophones, qui s'appelle Molly Fire and Personal Rescue. Et ensuite, c'est Molly Fire et plusieurs trucs. Mmh. J'ai pas trop d'infos dessus, si c'est de la SF ou peut-être du polar. Les titres ressemblent un peu à du polar, mais ça peut être de la SF. Mmh. Et il a fait aussi une série qui s'appelle Outre Sable, qui est disponible en France, chez Actes Sud. OK. Et il devrait y avoir un Outre Dune qui devrait paraître, ou qui est déjà paru. Au titre, ça ressemble un peu à de la SF, mais on va vérifier ça. Oui, c'est la SF. Toujours un peu dans le post-apo ou dans le ça va pas très bien. Et il avait fait aussi un roman de zombies et un roman sur une tempête hurricane. Et il y a aussi des one-shots, donc une colonie aussi qui était apparue chez Actes Sud et phase 3 chez Actes Sud. Mmh. Manifestement, il a un contrat en France avec Actes Sud. Voilà. Mais après, j'ai vu que sur Silo, tu avais beaucoup d'éditions différentes. Tu en avais une par Babelio, une, je sais plus, je crois 10 quelque chose. Enfin, il y avait vraiment plusieurs éditions. Donc, Alors, en France, c'est Babel qui détient les droits C'est ça. d'édition. Mmh. Et il est apparemment dans la collection Babel, mais il est aussi présent dans la collection Exo Fiction. J'imagine que c'est un qui doit être en poche et l'autre en grand format. Il y a une intégrale apparemment aussi qui est sortie. Ouais. Mais moi, par exemple, tu vois, j'ai sur les Tropicoins que j'ai acheté, j'en ai 2 qui sont l'édition Babel et un où la couverture est verte, qui est notre édition, et les 3 sont des poches. Donc, voilà, D'accord. c'est pour dire aux auditeurs, si vous le cherchez, c'est pas grave si voilà, les éditions se ressemblent pas, c'est le même texte à l'intérieur, vous inquiétez pas. Ça... Ou après, les sagas de science-fiction en littérature qui ont bien marché, souvent on les trouve en plusieurs rééditions. Ouais. Je crois que c'est une histoire de... Enfin, ils préfèrent faire des rééditions à petite... Enfin, pas trop gros tirage et faire réédition. Enfin, c'est le système de fonctionnement de librairie qui fait que ça se fasse comme ça. Ok. Après, quand même, moi, j'avertis les auditeurs, c'est pas du tout... Enfin, on va en parler un peu plus quand on parle du travail d'adaptation, mais quand même, la façon d'écrire, le style de l'auteur, je trouve, est un peu particulier. Moi, je sais que sur le premier tome, j'ai eu un peu de mal, ça s'est amélioré sur les 2 autres, mais il y a des moments où j'ai dû m'accrocher un peu quand même, quoi. On en reparlera un peu plus dans le travail d'adaptation, mais je tiens quand même à prévenir nos auditeurs et auditrices magnifiques. Je veux pas être mauvaise langue, mais le fait que son premier roman, le premier tome a été paru en auto-édition, peut-être qu'il n'y a pas... Enfin, en général, quand tu es édité par un éditeur, il y a un retravail au niveau de l'écriture, derrière. quelque chose d'un peu plus... on va dire facile à aborder par les lecteurs, qui sont habitués à certains codes, on va dire, et que sans ce retravail, etc. Ça veut pas dire que c'est de mauvaise qualité quand c'est en auto-édition, c'est juste que ça va être plus à l'esprit de l'auteur, ce qu'il pense qui est cool en fait en termes de trucs, et qui est pas forcément... Enfin, c'est pas son boulot de connaître les attentes, les codes de la littérature chez tous les types de lecteurs, quoi. Donc il y a peut-être pas eu ce retravail qui a été fait sur le premier tome, en tout cas. Ah, c'est possible. On lui posera la question.
avant de laisser la parole à Léna qui va nous parler du showrunner, juste je me permets de recontextualiser la production, comme ça ce sera plus simple. Alors au départ, il y avait un projet de film qui était prévu par la Fox en 2012 et on aurait dû avoir Ridley Scott qui devait s'en occuper. Et finalement, le film, il a eu des réécritures et puis il a été mis en stand-by quand Disney a racheté la Fox. Donc déjà, premier truc. Il avait été ensuite relancé en 2018 par AMC, donc qui est la chaîne qui fait Walking Dead. Et finalement, de nouveau, c'est parti en sucette jusqu'en 2021 avec Apple TV qui a repris le projet. Et donc, Léna, est-ce que tu veux nous parler de Graham Yost, qui est donc le scénariste et le showrunner de la série? Mais tout à fait, parce que donc c'est Graham Yost, comme tu l'as dit, qui est le showrunner, donc qui est un producteur et scénariste canadien. Il est notamment connu pour son travail sur la série Justified, où il était déjà showrunner à l'époque. Il a fait aussi De la Terre à la Lune et Speed. Et après, il était aussi showrunner et créateur sur la série Reigns, qui est une mini-série policière avec Jeff Goldblum. Donc, il a eu pas mal de travail sur les séries, et c'était pas forcément sa première expérience avec Apple TV, puisqu'il était aussi sur la série Slow Horses. Et là, récemment, il est producteur exécutif aussi sur la série Masters of the Air. Donc, il commence à avoir un petit peu de bagage, ce monsieur. Et pour préciser au niveau science-fiction, c'est lui aussi le scénariste du film Mission to Mars je crois de De Palma, si je me trompe pas. Je sais pas si vous l'avez vu. Bon, c'est pas le plus grand film du monde, mais ça se laisse regarder quand même. Donc voilà. Et puis bon, tu l'as dit, oui, Speed. Attends, est-ce qu'il avait fait d'autres choses au niveau de la science-fiction? Je crois qu'il avait fait aussi Band of Brothers. Oui, c'est ça aussi, il était dessus. C'était pas mal. Mais De la Terre à la Lune, c'était une série que j'avais bien aimée, justement, qui était apparue, je crois, à la suite du film Apollo 13 de Ron Howard. Et il me semble qu'elle était produite par Tom Hanks, je crois. Et je sais pas si c'est possible dans l'affaire. En tout cas, il devait y avoir Ron Howard, ça c'est sûr. Mais si vous êtes passionné des missions spatiales, des trucs comme ça, n'hésitez pas, vraiment très très sympathique. Sophie, tu veux nous parler du casting? Tout à fait. Alors, déjà, il y a l'excellente Rebecca Ferguson, que personnellement j'adore. Ah c'est notre chouchou, on peut le dire. Que on a pu découvrir. Moi, je trouve l'impression que c'est surtout à partir de moi, elle a joué dans Mission Impossible qu'on l'a découverte au niveau, on va dire, international. Ah oui. Malgré tout, c'est une comédienne anglaise qu'on a pu voir dans des séries historiques. Notamment, elle avait fait une série sur la mère des 2 enfants qui se font massacrer dans la pièce de Richard III par Richard III, n'est-ce pas? Voilà, qui était une reine un peu. La série est la reine comme si elle était sorcière et tout, voilà. Elle a joué aussi la maman de Paul Atreides dans Dune 1 et 2. Elle a joué aussi une célèbre chanteuse, mais que je connaissais pas, dans The Greatest Showman, qui parle justement de... Ah oui, c'est vrai, de Barnum. De Barnum, voilà. Elle fait une chanteuse d'opéra, une cantatrice, c'est pas ça? Je crois que si, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je me rappelle bien. Ah oui, alors la série en question dont je vous parlais, historique, c'était The White Queen, voilà, pour avoir le titre. Ah, mais je l'ai vue cette série, c'était elle dedans. D'accord. Ouais. Ah, purée. Il y a une autre série qui a été faite après avec celle qui joue dans la série d'espionnage Killing Eve, voilà. Ah, d'accord. Il y avait en 2 parties, il y avait une partie avec elle et une partie avec l'autre comédienne. D'accord, j'ai vu la partie avec elle. Et je crois qu'elle a fait pas mal de films historiques. J'ai pas tout vu, mais voilà. Bon, après, elle a fait des films qui ont moins bien fonctionné, comme Le Bonhomme de neige. Ah oui, c'est pas dont je ne me souviens pas. Voilà, je sais que je l'ai vu, mais je sais que j'ai détesté. Mais alors, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Je sais que j'ai pas aimé et que je me suis dit je comprends pas parce que j'aime bien tout le casting. Normalement, je devrais aimer, mais non. C'est peut-être parce que c'était pas très bon. Voilà. Non, mais c'est une excellente actrice, je trouve. C'est une très bonne. Elle était dans. Oui, vas-y. Dans Dr. Sleep aussi. Moi, c'est là que je crois que je l'ai vue pour la première fois. Ah oui, elle était magnifique. Ouais, elle était incroyable dans magnétique dedans, enfin, avec son chapeau là. Mais... Autre acteur dédié souvent au rôle de méchant, mais qui là joue un gentil, Ian Glenn, qu'on a pu voir notamment, si je me trompe pas, dans Game of Thrones. Oui, je l'aimais bien. Voilà. J'ai un crush dans sur Game lui. of Thrones. Il était avec Daenerys là. Lui aussi a joué dans des mauvais films. Il a joué dans des Resident Evil et Tomb Raider avec. J'aime bien. Je l'aime bien dans les Resident Evil. Excusez-moi. Mais...
Voilà. Après, c'est aussi un acteur britannique, donc il a joué dans plein de trucs qu'on n'a pas vus, mais qui ont l'air, comme ça je regarde sa bio et ça me donne envie quand même. Et du coup, lui, il joue le papa de Jet Nichols, donc de Rebecca Ferguson dans la série. Ça marche bien. Ouais, ils marchent bien les deux. On a aussi Rashida Jones. Oh, je l'adore. Park and Rec. Ouais, qui est dans Park and Rec. Elle est, c'est la voisine sympa qui se fait harceler par toute l'équipe de Park and Rec. L'infirmière. Anne Perkins. L'infirmière. Elle aurait jamais dû demander de l'aide. Je l'adore. Elle était aussi dans The Office où elle était dans quelques saisons. Et elle a fait plein de choses. Elle est productrice. Ouais, elle est comédie romantique. Et pas que romantique, hein. Non. Elle a fait des documentaires aussi. Je crois qu'elle en avait fait un sur son père. Et bien sûr, sa mère était dans Twin Peaks. Donc c'est une personne qu'on ne peut qu'aimer. Voilà. C'est quelqu'un de bien. Oui. On a aussi Tim Robbins qui joue dans. Qui était dans Mission to Mars. Et qui était dans Mission to Mars. Tout est lié. Mais lui, il a une carrière de ouf, hein. Aussi, mais grave. Réalisateur, il me semble aussi. Acteur, voilà. Engagé. Il a joué dans Les Évadés, Mystic River. Rien que ça, déjà. Il a joué aussi avec pas mal de beau monde. Hein. Je crois qu'il a croisé Tom Cruise sur certains rôles et pas que. Non, il a une filmographie tellement longue que on pourrait passer 2 heures à citer tous les films. Mais il me semble que c'est lui qui avait réalisé un film sur la peine de mort avec comment il s'appelle, l'acteur qui est tout le temps bourré, que j'aime pas. La dernière marche. La dernière marche, voilà, ouais. Il a travaillé sur Trémé, une série que j'adore, voilà. Ça me permet de placer cette série, voilà. Magnifique. Comment ça s'appelle? Trémé, c'est sur la catastrophe à Katrina à Nouvelle-Orléans. D'accord. C'est une série de réalistes par le mec qui avait fait The Wire. The Wire. Oui, James aime bien aussi. Qui est excellente. Un peu dépressive, hein, si ça va pas trop, peut-être pas la série à voir. Oui. Un des personnages principaux ne va pas très bien. On a aussi Harriet Walter qui joue dans. Alors apparemment, ce serait la sœur de Christopher Lee. Je savais pas. Ah ouais. Voilà. Et ouais. Pas. Ah d'accord, je savais pas. La classe internationale, j'ai envie de dire. C'est bon, c'est clair. Elle fait quel rôle déjà que je ne confonde pas avec une autre actrice? C'est elle qui fait la nana qui est qui arrive pas à sortir chez elle. Putain, c'est elle qui est dans Raison et Sentiment. Elle est dans Raison et Sentiment. Elle fait la sœur de Hugh Grant dans Raison et Sentiment. Alors, elle joue plus dans des séries que dans des films, mais elle a quand même Raison et Sentiment. Babel, j'aime pas ce film, mais elle joue dedans. Moi non plus. Reviens-moi, que j'ai pas non plus aimé, mais elle joue quand même un truc que j'ai dans les films que j'ai pas aimé. Oui, c'est pour ça qu'en fait, son visage m'était plutôt méconnu. C'est ah moi, je l'ai reconnu direct parce que je la déteste dans Raison et Sentiment. Je suis méchante. À l'heure des souvenirs, vraiment, j'ai que des films que j'ai pas vus. Non, mais c'est une très bonne actrice. Et elle a joué dans Le Dernier Duel de Ridley Scott. Ah bah moi, j'ai bien aimé. En termes de série, Hercule Poirot, Fairy Tales, Downton Abbey, les classiques. Elle a pas fait Doctor Who, ils ont tous fait Doctor Who. Si. Bah, voilà. Tu vois. Elle joue une première ministre et je me disais, elle pourrait jouer une première ministre. Et ben voilà, c'est fait. Voilà. Qui en a dit? Ah oui, on a Common. Common. Le rappeur qui fait plein de merde. Le rappeur qui joue dans beaucoup de choses. Ah, il a joué quand même dans John Wick 2, écoute. Ah oui, c'est vrai. Je confirme. Après, effectivement, on peut pas dire que sa carrière soit émaillée que par des réussites en termes de cinématographique, mais bon. Après. Bon, il a fait des films d'action, il a fait des choses comme ça. Alors, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il a fait plus de films que d'albums. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il est moins mauvais dans l'un des deux? Mais il avait joué dans American Gangster, qui était pas mal. Moi, j'ai bien aimé ce film, voilà. Par contre, il a joué dans Wanted, qui était moins bien comme film. Ah, c'est pas lui qui avait fait un film avec Jet Li, avec une histoire de diamant, là, comment ça s'appelait? Putain, je crois qu'il avait fait un film où il y avait une histoire que genre, il forçait Jet Li à piquer des diamants, je sais pas quoi, sinon il menaçait de tuer sa fille ou la fille de quelqu'un. Je sais plus, j'avais vu ça à une fête du cinéma. Et il a joué dans Suicide Squad, voilà, le premier c'est magnifique. Pas forcément le meilleur film, n'est-ce pas, voilà. Mais il a joué aussi dans Salman, il a pas joué que dans des... non, mais... Voilà, il a joué aussi dans des bons trucs, voilà. Bon, il est bien dans cette série, on va dire. Moi, je trouve qu'il se débrouille pas si mal que ça. Et franchement, il est assez physique, ce rôle, donc voilà. Il y a Will Patton aussi qui joue dedans. Second rôle sympathique. Hein. Voilà. Qui est un peu tristouille dans le film, enfin la série, mais bon.
Vous avez pu le voir dans pas mal de films, hein, mine de rien. Alors, si on en trouvait des connus. Il n'était pas dans les derniers Halloween? Ou j'ai des bêtises? Si, je crois que si, mais attends, je vais vérifier ça. Si. Oui, Et si. il était dans un film que j'ai chroniqué pour Sueur Froide. D'ailleurs, je crois que c'était mon premier article pour Sueur Froide. C'était... Ah, ça, je ne retrouve plus le titre. Tu sais, c'est celui sur la fille qui essaye de cacher un crime qu'elle a commis. C'est l'intro du film, hein, donc c'est juste pas le cas. Ah! J'en trouve plus le nom. Je suis pas sûre d'avoir vu le film. C'est en français, le titre, ou en anglais? Le titre était en anglais, il me semble, mais j'en trouve plus le nom. Bah, de toute façon, si vous allez sur Sueur Froide, que vous cherchez mes articles, vous le retrouverez. Je sais plus le nom, j'ai plus, j'en ai plus tellement à force que voilà. Mais il était pas mal, je crois que c'était un film qui était dispo sur Shadow, donc ça doit se retrouver. D'accord. Bon, en tout cas, vous avez pu voir dans 60 secondes chrono. Ah, j'aime bien 60 secondes chrono, c'est cool. Espion d'État. Pas mal, Ah oui, il fait beaucoup de second rôle, en fait. 24 heures chrono, il jouait dedans aussi, dans la saison 7. Ouais. Il joue aussi dans Swamp Thing, pour ceux qui ont vu la série. Il n'est pas quelqu'un de sympathique dans cette série. Ah non. Et récemment, effectivement, il a joué dans les Halloween Kills, Halloween 1. Il jouait pas le shérif, d'ailleurs, là-dedans. Si, c'est ça. Si. L'ami de Jamie Lee Curtis. Non, mais c'est une figure sympa, quoi, voilà. Et apparemment, on peut le voir aussi dans Yellowstone. J'ai pas vu cette série, mais... Alors, j'ai vu un épisode ou 2 et j'ai pas accroché. Mais je sais que ça a beaucoup de... Après, il faut aimer le style du showrunner. Ouais, moi j'aime beaucoup. Ouais, toi, tu fais partie du public cible, t'aimes bien. Et tu l'avais vu dedans? Bah, ça me dit quelque chose, ouais. Ok. Léna, est-ce que tu veux nous faire un petit pitch? Parce que je sais que tu fais ça bien, comme ça on finit bien de présenter la série et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, dans Silo, on se retrouve dans un futur qui pourrait être le nôtre, et les habitants vivent désormais plus sur Terre comme nous, mais au sein d'un silo qui s'étend sur plusieurs étages sous la Terre, et donc ils n'ont pas la possibilité de sortir de ce silo parce que l'air extérieur est toxique. Cependant, on va avoir peu à peu certaines personnes qui vont se demander si ce qu'on leur a dit est vrai, si l'extérieur est vraiment tel qu'on le décrit, et si leurs dirigeants ne leur mentent pas. Et donc, on va suivre plusieurs personnages, et notamment le personnage de Juliette, donc qui est interprétée par Rebecca Ferguson, et donc qui, elle, travaille au fond du silo, donc dans les classes sociales qui sont les moins élevées, puisque plus on monte en hauteur dans le silo, plus on va être dans les classes sociales les plus aisées. Et donc, elle, qui va faire partie de ces gens qui vont se poser un petit peu des questions, et qui va jouer un rôle assez central. Très très bien résumé. Je pense que là, vous avez les infos nécessaires pour débuter. Écoutez, je vous propose qu'on donne un petit avis comme ça, là, sans spoiler, un peu sur ce qu'on a pensé de la série. Donc toutes les trois, on a lu les bouquins, donc on peut essayer de vous donner un avis en tant qu'adaptation et en tant que série en elle-même. Moi, pour ma part, je vais commencer par l'adaptation. Je trouve que pour le coup, l'adaptation, je la trouve intéressante parce qu'elle ne reprend pas mot pour mot ce qu'il y a dans les romans. Elle essaie d'adapter le style et de traduire ce qu'on a à l'écrit en série télé en prenant une autre façon de dérouler sa narration. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que ça permet d'avoir un autre coup d'œil sur cet univers, sur l'histoire, et ça permet peut-être d'être plus accessible pour les gens qui auraient eu du mal, par exemple, avec la lecture du premier tome. Donc j'ai trouvé l'adaptation plutôt sympathique. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, au niveau adaptation? Écoute, moi j'avais un problème avec les ellipses dans le bouquin, et là je trouve que justement ce problème est corrigé, dans le sens où dans le livre, souvent les scènes d'action ou les scènes que tu aurais envie de suivre sont sous forme d'ellipses, et du coup c'est hyper frustrant. Et là, pas du tout. Là j'ai l'impression qu'au contraire, en même temps ce serait con pour une série ou une œuvre audiovisuelle en tout cas de zapper les scènes d'action, puisque c'est vraiment en général un moteur important de tout matériel audiovisuel. Et moi alors ils ont rajouté des éléments. J'avoue que la première fois, au premier visionnage, j'étais en mode un peu dubitative. Notamment, Juliette a peur de l'eau. Et après, quand j'ai lu les tomes suivants, je comprends. C'est un préparation paiement. Je comprends. Ils amènent beaucoup mieux. C'est vrai que l'auteur, quand il écrit le premier tome, n'avait pas encore la suite en tête. Ça se sent un peu. Et là, tu sens qu'ils ont tout le matériel et que justement, ils peuvent mieux préparer, mieux amener les éléments qui arriveront pour la suite. Et ce sera de manière à que l'ensemble soit mieux pour le spectateur, qui va du coup mieux pouvoir recevoir les éléments et avoir une meilleure satisfaction à la fin. Le principe du préparation-paiement, quoi. Ouais. Et aussi, ils ont étoffé certains personnages. Ce cas, c'était forcément le cas, puisque c'est une série, donc ça permet forcément le cœur d'une série, c'est toujours les personnages, et du coup que tous les personnages soient plus étoffés, c'est quand même mieux.
C'est vrai que dans le bouquin, on suit surtout du coup une Juliette et son père qui sont très creusés, et les autres personnages, bon, on sait pas grand-chose sur eux. Et là, vraiment, le personnage de Peter, il est très très creusé. Après, on aime ou on n'aime pas ce qu'ils ont rajouté. Ça, après, c'est une question de point de vue. C'est vrai que des fois, je les trouve un peu énervants. Et puis, ils ont même rajouté des personnages. Le personnage joué par Common, par exemple, n'est pas présent dans la série. Enfin, dans le bouquin. Et je trouvais que c'est un super bon ajout parce que déjà, physiquement, il en impose. Et en fait, il représente des personnages qui sont nommés dans les livres, mais qui sont jamais... On les voit jamais, en fait. Et du coup, on te fait peur avec le judiciaire, mais tu vois jamais à quoi ça correspond et tu vois jamais qui ils sont. Et là, je trouve qu'ils ont vachement développé le judiciaire et du coup, on voit des personnages qui incarnent ce que c'est cette notion. Et je trouve que c'est vachement plus parlant, en fait. Et puis, la force de la série, je trouve que l'adaptation est vraiment magnifique dans le sens où c'est beau, la musique est cool. J'ai beaucoup aimé la mise en scène. Par exemple, il y a une notion de miroir, je développe pas plus que ça, mais visuellement, ils te les montrent, ils te les font, enfin la mise en scène te rend ces éléments importants, même quand tu sais pas encore pourquoi ils sont importants, quoi. Et du coup, je trouve que c'est vraiment une adaptation intelligente, bien faite. Je trouve qu'il y a du rythme, etc. Il y a peut-être que vers l'épisode 5, 6, et ça se tasse un peu, et puis ça repart après au niveau du rythme. Mais déjà, ça se tient vachement mieux en termes de rythme comparé au premier tome, je trouve. Voilà. Ok. Et toi, Léna, quels sont tes sentiments un peu sur cette adaptation ? Alors moi le livre je l'avais lu il y a très longtemps et du coup quand la série a été annoncée j'étais très contente parce que j'avais beaucoup aimé ce livre et même si j'entends parfaitement les réticences qu'on peut avoir en termes de narration parce que c'est un peu particulier et moi justement j'avais assez aimé être prise souvent à contre-pied. Je vais pas m'étendre parce qu'on n'est pas là pour parler spécialement des romans, mais le fait que quand on commence le roman on commence avec un personnage qui est aussi un peu le cas de la série et que finalement c'est pas du tout lui le principal et même le second personnage que tu vas suivre n'est pas forcément celui qui va résumer toute l'histoire. Le fait d'être à chaque fois un petit peu surprise, de pas savoir où je mettais les pieds, c'était quelque chose qui m'avait assez plu. Après, il y a des choses qu'on peut faire en termes de livres et qu'on ne peut pas faire en termes de séries et qui ont besoin d'être maniés. Et ça, je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien sortis. Il y a des éléments qui sont assez introspectifs dans le livre où on est souvent dans les pensées des personnages, dans leurs ressentis et qu'on peut pas forcément toujours traduire à l'écran parce qu'on n'entend pas leurs pensées. Et je trouve qu'ils se sont plutôt bien débrouillés de ce point de vue-là. Donc globalement, sur la série en elle-même, je trouve que c'est plutôt une bonne adaptation et plutôt une bonne série en elle-même. Il y a des personnages qui sont intéressants, et les acteurs jouent bien, enfin tous très bien pour moi, j'ai pas eu de problème en tout cas d'acteurs. La musique et même l'univers, le décor, j'ai trouvé que c'était assez réussi. Après, moi j'ai eu un petit souci de rythme quand même. Il y a des ajouts que je ne trouve pas forcément pertinents ou qui pour moi ralentissent un petit peu l'histoire, des choses qui sont beaucoup développées et qui finalement n'aurait peut-être pas eu besoin qu'on rentre autant dans les détails parce que du coup je trouve que ça retombe un petit peu sur le milieu de saison. On démarre très fort, on finit très fort et pour moi j'ai eu un petit creux au milieu. Je trouvais ça un peu dommage et moi je suis assez dubitatif justement sur ce judiciaire que je trouve fait un peu doublon avec le DIT. Donc j'ai hâte de voir un petit peu si ça va vraiment apporter. Après je comprends ce que tu disais Sophie avec l'aspect un peu présence qui pour le coup effectivement l'acteur en impose quand même pas mal et ça fait un antagoniste assez intéressant et auquel on peut facilement voir que lui on va pas rigoler avec lui. Donc ça c'était plutôt intéressant. Mais sur la création de la série en elle-même, sur tout le lore, voilà, je suis un peu dubitatif, j'attends de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Je me dis j'ai trop d'attentes, c'est possible, mais il y a plein de petits éléments où je me dis comment ça va être après pour la suite, comment ils vont réussir à se débrouiller. Bon, je pense qu'ils savent un petit peu où ils vont quand même, enfin je l'espère et je pense qu'il faut être patiente, mais je trouve qu'ils s'en sortent quand même plutôt bien et c'est une très bonne série. Ok. Je suis assez d'accord sur le manque de rythme. Il y a vraiment un moment au milieu de la saison où je me disais putain mais les épisodes ils sont longs, mais en fait je me posais la question de pourquoi, enfin ça servait à rien. Tu pouvais très bien enlever 5 minutes par-ci, tu vois, 10 minutes par-là, on aurait eu quelque chose d'un peu plus tenu, parce que ce qui m'a le plus plu dans la série, c'est l'ambiance, parce que je trouve que ce silo avec cette photo qui est dans des tons parfois un peu marron, noir, parfois un peu vert, il y a quelque chose de suffocant, d'angoissant, qui fait que quand tu regardes, toi aussi t'as envie de te dire putain j'en peux plus, je veux sortir, tu vois. Et je trouvais ça super intéressant, ce côté claustrophobe, et puis le fait d'avoir ce motif en spirale, en rond, ça rajoute encore plus à ça. Donc ça m'avait beaucoup plu. Ils arrivent même à faire que l'extérieur, avec le fameux nettoyage, ça soit aussi angoissant.
parce que on se pose plein de questions et tout. Enfin, je trouve que les questions que le spectateur peut se poser sont plutôt bien amenées. On a les petits indices qui sont disséminés par-ci par-là, et c'est vrai que quand j'ai vu la saison 1, j'avais pas encore lu le bouquin et j'avais fait mes petites théories et j'étais pas tombée trop loin, donc j'étais contente. Mais je trouve que c'était plutôt cohérent, les petits indices, et effectivement les ajouts qui sont mis. Il y a Common, j'aime beaucoup. Il y a un autre truc que j'aime beaucoup. On en parlera dans la partie spoiler, qui permet en fait d'amener des choses qui sont présentes par la suite dans les livres. Et effectivement, je trouve que en ayant maintenant les bouquins en tête, je pense que ça va faciliter le reste du travail d'adaptation pour la suite, d'avoir posé ces petits trucs par-ci par-là. Donc je suis assez curieuse de voir la suite. Après, effectivement, le casting, il est top. Enfin, vraiment, Juliette, elle pue le charisme partout. Je suis désolée, mais tu la vois, elle est à la fois hyper forte et en même temps hyper fragile. Et par exemple, d'avoir montré ce qui se passait entre elle et Georges. Ouais, je spoil pas trop parce qu'on dit dès le début, mais c'était intéressant de voir leur histoire, leur parcours. Ça participe à la fois à l'histoire globale et en même temps, ça participe à humaniser le personnage de Juliette, qui vraiment au début est montré comme étant juste un peu badass mais sans rien derrière, et donc ça permet de faire qu'on va s'attacher à elle. Donc j'ai trouvé ça super cool. Moi, je trouve que déjà dans la gestuelle qu'elle a, l'actrice, elle montre un personnage qui est badass mais qui a des fêlures, quoi. C'est-à-dire que tu la vois qui tremble. Tu la vois qui baisse la tête, alors qu'elle est entourée de personnages qui sont assez lumineux. En tout cas, le chef de l'usine, pas l'usine, mais la partie où elle travaille, qui est très lumineux, beaucoup plus lumineux que quand tu lis dans le bouquin. Il a l'air renfrogné tout le temps, le mec. Et là, il est très joyeux, très machin. T'as le petit stagiaire qui court partout. Enfin bref, tout le monde a l'air très content. Et elle joue quelqu'un qui a l'air d'être comme si elle était tout le temps en bas, au fin fond, dans la noirceur du silo, quoi. Et du coup, je trouve que tu comprends dès le début que c'est un personnage avec des fêlures, avec des trucs qui vont y arriver. Et en fait, je pense que le rythme qui va pas, c'est un peu en partie dû à ça, parce que au début, on suit l'histoire d'un premier personnage, ensuite d'un deuxième personnage, et ça nous amène ensuite de Georges, etc. Ensuite, plusieurs personnages. Et en fait, à un moment donné, le moment un peu creux, c'est pour ça que pour moi, le problème, c'est un peu comment ils ont creusé Peter. C'est que c'est le moment où leur récit repose sur lui. Et c'est des épisodes qui sont un peu fadasses, parce que le personnage est un peu, je suis désolée de le dire, il est un peu fadasse, quoi. Et du coup, tu commences avec des personnages qui sont hyper intéressants, qui sont hyper badass, etc. Et après, tu tombes sur le mec qui a peur de tout, qui a peur de son ombre, et qui... Alors attends, Peter, il est tellement fadasse que je me rappelle plus lequel c'est. C'est l'adjoint. C'est la maladie. Ah oui, en effet. En effet. Alors, pourtant, il était super intéressant, parce qu'il a une maladie qui représente le problème de pourquoi c'est un problème de vivre dans un silo, quoi. Et du coup, forcément, il y a une contamination, parce que les gens ne se reproduisent que entre eux, et en plus, ils ont pas de vitamine D, etc. Donc ça crée forcément des maladies, quoi. Et du coup, lui cache son mal. C'était super intéressant, je trouve, le postulat. Mais je sais pas si c'est comment ils ont demandé à l'acteur de jouer, ou si c'est la manière dont il est. Mais le personnage est tout le temps en train de tout le temps en train de dire non, je vais pas faire ça et tout, et il est hyper enfermé, et c'est pas du tout cinématographique, et comparé à l'aura des personnages autour de lui. Même le Georges, qui dit pas grand chose et qu'on sait pas finalement grand chose de lui, puisqu'on le voit forcément à travers le personnage de Juliette, et il émane beaucoup plus de choses de Georges que de ce personnage qu'on voit pourtant tout le temps. Et toi, tu te souvenais même plus de qui ils étaient, quoi. Oui, non, mais il est hyper fast. Donc tu le redis, la façon dont il joue, enfin, il y a pas vraiment de grosses émotions qui se dégagent de lui. Même l'actrice qui joue son épouse, je l'ai trouvée plus convaincante que lui. Le truc qui me chagrine, c'est que je me dis, s'ils ont fait ça, parce que quand t'as lu le bouquin, tu sais ce qui arrive plus tard avec ce personnage, tu dis, ce sera pas crédible, hein. Avec un personnage comme ça, faut falloir le faire évoluer, les gars. Parce que là, tu vois, j'avais même pas, en lisant les bouquins, j'ai même pas fait le rapprochement avec lui, tellement j'avais oublié l'acteur. Non, mais vraiment. Dans les bouquins, c'est un personnage qui apparaissait qu'à un moment T, et qui après disparaît, donc forcément, c'est un personnage ultra secondaire, mais là, parce que Juliette, elle est très, elle fait son truc elle fait sa life dans son coin, et elle n'a pas du tout d'interaction avec son adjoint. Dans les bouquins, comme t'es dans sa tête à elle, forcément, tu voyais pas ce personnage. Mais là, comme forcément tu suis plusieurs personnages, je trouve que c'est un peu le point faible de la série, quoi, ce personnage, quoi.
Oui, je suis d'accord, surtout genre par exemple les scènes où il est face à Common, qui est pourtant pas le plus grand acteur de sa génération, et ben le mec il l'enterre quand même quoi, tu vois. Enfin bon après en même temps c'est un peu le rôle qui soit un peu écrasant sur ce perso, mais quand même. Bon après voilà, moi j'aime bien la réalisation parce qu'elle en fait pas 3 tonnes, elle est assez subtile. T'as l'impression que la caméra elle danse comme une force autour d'eux un peu parfois. Elle filme bien les moments intimistes aussi, mais tu ressens toujours ce côté les persos sont prisonniers du stylo, ça va être par le cadre. Ça va être par le fait de rappeler que finalement ils tournent en rond dans cette espèce de truc et je trouve que c'est vraiment bien fait quoi. Quand tu regardes le décor, là je me suis rematé quelques épisodes pendant l'enregistrement Ouais. et par exemple à un moment donné quand on va dans l'appartement, je crois de Juliette au tout début, elle est avec le shérif et c'est son appartement hein. Et l'agencement de l'appartement, la couleur des murs etc. fait salle d'interrogatoire d'un commissariat en fait. Et je trouve que c'était hyper intelligent cette manière de mise en scène des appartements où l'appartement du shérif est suite d'un palace, c'est très agréable à vivre, etc. Et t'as l'appartement de ceux du fond où t'as l'impression qu'ils sont déjà en cellule de prison, quoi. C'est hyper désagréable. Et je trouve que les décors parlent vachement de quand tu vois certains étages où c'est tout le temps le tumulte, tout le temps il y a quand il y a les gens qui sortent dehors, parce qu'en gros la loi du stylo, c'est si tu dis que tu veux sortir, on t'accorde de sortir, mais tu reviens pas. Et en général, on les voit crever quelques minutes après être sortis. Les gens font même des paris sur combien de temps ils vont tenir. Pour vous dire à quel point c'est sympathique, n'est-ce pas? Et font la fête à chaque fois. Tu fais quand même, il y a un problème dans cette société. C'est clair. Ils mangent en regardant la personne crever. Voilà. C'est genre, c'est leur Super Bowl, quoi. Il y a un problème, Ah non, mais c'est compliqué. D'ailleurs, est-ce qu'on n'irait pas dans la partie spoiler pour vraiment parler un peu plus des thématiques parce que... si, un peu, juste un truc sans spoiler. C'est pas un spoiler. Juste, moi, il y a une difficulté que j'ai eu avec le lore de la série, qu'on n'a pas cette difficulté dans le bouquin, c'est que, genre, on voit tout le temps les gens du sous-sol à 144 marches plus bas manger à la cafétéria en haut. Et tu te dis, non, mais tu remontes pas chaque repas 144 marches. Et tu les redescends après. C'est pas possible. Ils ont pas une cafette à leur niveau? Moi, j'avais compris qu'ils avaient des cafettes à leur niveau. Non, parce qu'en fait, tu vois l'éclairage au plafond qui te montre qu'ils sont tout en haut. Ouais, en fait, normalement, ils ont des cafettes, mais dans la série, c'est pas, je trouve, bien défini. Tu comprends pas qu'ils sont en bas. C'est ça. Normalement, ils ont des cafettes à chaque étage avec des lumières et des écrans. Le grand écran, etc., il est en haut, en fait. Tous les écrans sont en haut et tu vois qu'en bas, ils ont pas d'écran vers l'extérieur. Donc pour moi, c'est en haut, ils sont en haut, quoi. Et effectivement, ils te disent dans le bouquin que quand il y a quelqu'un qui sort, tout le monde monte en haut voir ça et tout le monde redescend. Mais là, tu les vois en dehors de ces scènes-là. Quand ils fêtent le stagiaire, machin, ils montent en haut. Et tu fais, mais attends, vous montez à chaque fois que vous faites une petite teuf en haut, c'est pas crédible. Hein. Parce qu'il y en a que ça les tue presque de monter et descendre les escaliers. Moi, je pensais qu'ils étaient à leur niveau. Tu vois à quel point j'ai rien compris. Moi, je pensais qu'ils étaient à leur niveau. Donc, c'était que tous les niveaux, ils avaient exactement la même cafette, en fait. Moi, j'avais compris que c'était qu'ils montaient. D'accord. Non, parce que tu as l'image au tout début de la lumière qui s'allume et tu vois bien que tu as cette coupole éclairée en haut et que tu l'as pas plus tard. Parce qu'après, tu as l'escalier qui est au centre. Donc, tu peux pas avoir cette coupole. C'est le seul étage qui peut l'avoir, c'est le tout en haut, quoi. D'accord, j'avais pas cogité ça. Et juste avant la partie spoiler, moi je veux dire, il y a un perso qui m'a vachement touchée. C'est l'ami de Juliette qui est agoraphobe. Oui. Je l'ai trouvé justement joué par celle qu'on parlait tout à l'heure, qui était dans Raison et Sentiment, mais je l'ai trouvé super juste. Enfin, moi qui suis agoraphobe, il y a une scène où justement on a la représentation de ce trouble et vraiment j'étais pas bien parce que je me suis retrouvée dans mes crises d'angoisse quand ça m'arrive et j'étais trop mal pour elle. Mais vraiment c'est super bien fait et je la trouve trop mimi en fait quoi, voilà. J'ai trop aimé ce perso. Elle est très mimi, déjà avec ils lui ont fait des petites tresses donc ça fait très mimi. Et en plus c'est un peu la meuf où tu viens chez elle pour discuter, elle a des cookies et tout, enfin c'est trop sympa. C'est la mamie généreuse, c'est la tata sympathique, tu vois. Et elle a ce rôle un peu dans la série et qui était pas du tout ils l'ont changé puisqu'il me semble que dans le bouquin c'était un mec. C'est ça. Et qui était un peu plus un peu plus bourru à premier abord quoi. Et là elle a vraiment ils l'ont modifié le personnage et c'est pas plus mal je trouve. Après ils ont gardé on en parlera d'un partie tout à l'heure mais une incohérence sur un moment donné elle fait un move et tu dis mais comment elle a su. Et dans le bouquin c'était pas expliqué et là c'est pas plus expliqué.
Voilà. Bah, écoute, Sauf que là, on n'est pas que dans la tête de Juliette, donc on aurait dû avoir les infos. c'est clair. Bah, écoutez, je vous propose qu'on ait la partie spoiler, ça sera beaucoup plus intéressant. On vous a donné comme ça un petit aperçu, on vous a donné le contexte, on vous a conseillé les livres. Donc vraiment, si vous n'avez toujours pas vu ou lu Silo, eh bien allez-y, foncez. Et puis après, comme d'hab, vous pouvez nous rejoindre dans la partie spoiler et comme ça, vous pourrez en discuter avec nous, dire si vous êtes d'accord avec notre analyse, ce qu'on va vous dire. Donc n'hésitez pas. Donc c'est parti pour la partie spoiler. Pou, 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 pou. Je fais des petits Avant bruits. de rentrer en spoiler, je voulais juste dire que si vous hésitez entre lire les bouquins d'abord ou regarder la série d'abord, je vous conseille plutôt de lire les bouquins d'abord, je pense, parce que comme la série développe des éléments en plus, vous risquez, enfin, je sais pas, je pense qu'on risque d'être plus perdu en lisant après les bouquins, je pense. Bah écoute, moi j'ai fait l'inverse et en fait la série, il y avait des éléments qui me manquaient et des trucs que j'avais aimé parce que j'avais pas aimé parce que voilà, et qu'en fait j'ai mieux compris après en lisant le bouquin. Donc ça m'a permis de réinterpréter la série. Et donc des choses qui m'avaient pas plu m'ont plu après parce que je me disais ah oui effectivement je comprends pourquoi ils font ça et tout. Donc on peut très bien commencer en regardant et en lisant après, vous aurez des voilà, c'est pas gênant. Voilà, c'est mon avis de Non, mais c'est bien, comme ça, vous avez tous les avis, voilà. Et quand on a lu les bouquins, c'est très drôle de regarder les théories des gens qui n'ont pas lu les bouquins. Bah, j'en parlais en off avec Léna parce que j'avais essayé de regarder justement pour voir les petites théories et tout. Et je trouvais que ça m'agaçait parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va répondre en spoilant les livres. En disant, ah mais non, dans le livre, c'est ça, ça et ça. Mais laissez les gens découvrir. Enfin, c'est quoi ça? Vous êtes pas gentils. Oh. En plus, ça se trouve, ils vont changer des éléments. Bah, peut-être. Alors, vous l'aurez dans les fesses. Exactement. Allez, on part en partie spoiler du coup. Venez, faut que vous voyiez ça. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? On a parlé un peu d'adaptation. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez développer maintenant avec des spoilers pour illustrer votre propos, ou vous voulez qu'on parle un peu de cette société du silo? De toute façon, on peut tout mixer en même temps. Ce n'est pas gênant. Bah, déjà, parlons de cette porte que cherchait Georges, qui est au tout début. Et moi, je trouvais que déjà, le visuel, parce que normalement, c'est des éléments que tu vois dans les tomes suivants du bouquin, du fait qu'il découvre au sous-sol et qu'il y a tout un plan qui est inondé et que tu vois la machine qui a servi à forer. Et je trouve déjà, moi, elle me faisait penser aux créatures dans Matrix 2 et 3. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a un côté créatures tentaculaires, monstrueuses, etc. Et les personnages, en plus, sont sous les espèces de trucs qui ont foré, donc, tu sais, les trucs pas cool, quoi. Ouais. Et il y a cette masse d'eau noire en dessous, sachant que en plus c'est exploré par le personnage de Juliette qui a peur de l'eau. Et j'ai trouvé ça assez cool de placer ces éléments. Au début je me suis dit mais c'est comme des éléments qui arrivent tardivement dans les bouquins, c'est osé de placer ça maintenant. Et au final je trouve ça pas mal parce que avec tout ce qui va se passer ensuite, je pense qu'on va avoir le temps d'oublier et de faire après mais c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'en plus le plan il est magnifique, la scène où elle plonge comme ça là dans le c'est trop bien. Il y a vraiment ce côté angoissant mais même c'est même pas juste de l'angoisse pure, t'as un côté un peu t'as l'impression que la folie pourrait tous les guetter au bout d'un moment, d'être enfermé là-dedans. Et c'est pour ça que je fais le rapport avec celle qui est agoraphobe, parce que t'es agoraphobe en étant enfermé, c'est quand même, tu vois, un peu foufou. Mais c'est vraiment je trouve que c'est vraiment une peur, voilà, où t'as peur de devenir fou et de péter un câble. Il y a des moments, ça me faisait penser aussi à Abyss. Tu sais, t'as un militaire là qui a le mal des profondeurs et tout, qui tremble et tout ça. Et je me dis, ça se trouve, les gens, c'est ça, ils en ont tellement marre d'être enfermés là-dedans. Peut-être qu'il y a de la pression, peut-être qu'il y a des trucs. Et donc, c'est vrai que tu fais le rapport avec tout ça. Et moi, au niveau de l'adaptation, le truc qui m'a un peu pas saoulée, mais au début je comprenais pas pourquoi, et puis après je me suis dit finalement c'est pas con, c'est toute l'histoire justement avec le fameux bouquin que les femmes gardent et tout là, qui se rend compte qu'il y a tout un ordre et tout, alors que c'est pas tout à fait ça dans le bouquin, mais ça permet quand même d'amener voilà une idée intéressante. Après mais ça je trouve que c'est pas fou. Un élément du tome 2 qui, imaginons, ce serait continuer, perdurer au fil des générations, quoi, tu vois.
Ouais. Et en même temps, moi, j'aime bien cette idée d'ordre secret, de gens qui se refilent des reliques sans trop savoir à quoi ça correspond, mais qui en sont les gardiens et qui ont percé un peu les clés du mystère. En même temps, je pense que ça permet d'amener les personnages principaux à avoir ces révélations sans que ce soit trop genre, je suis un putain de génie, j'ai compris ça tout seul. Alors qu'au final, faut y aller, quoi. Et encore une fois, c'est creuser un personnage, parce que cette nana, elle était un peu présente dans les bouquins. C'était un peu le déclencheur pour la première femme du shérif, quoi. Enfin, du premier shérif, quoi. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir creusé un peu dans ce sens-là. Après, tu te dis, c'est un peu peut-être improbable que ce personnage reste en vie en parlant comme ça, genre. Bah, c'est ça qui m'a dérangé. Il te révélé des secrets, j'en parle devant tout le monde. Histoire bien qu'on me calcule, le judiciaire est là. Rien de tout ça n'est vrai. Vous voyez pas? Ce qu'ils veulent, c'est que vous restiez ici. Alors ils vous mentent. C'est vert dehors. Les arbres sont verts. Le ciel est bleu. Il y a des tas de choses qui volent dans le ciel. Vous entendez ce que je vous dis? Ils nous gardent prisonniers. Ce que vous voyez sur cet écran, c'est un mensonge. Ils veulent que... Non. Écoute, Chérie, écoute ce que je dis. Puis même quoi qu'il ait laissé en vie, qu'il ait juste drogué et tout, enfin... Oui. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas tué, alors que on a vu qu'ils s'étaient arrangés pour tuer dans le silo, il y a pas de cimetière. Il y a pas d'endroit pour se débarrasser des corps, c'est dans le dans le compost du truc. Ouais, enfin, il les enterre, Discretos, quoi. tu l'amènes, tu l'enterres, tu mets un arbre par-dessus. Ouais, mais discrètement, oui, c'est vrai, c'est plus compliqué. Bon, après, elle est vieille, tu peux dire crise cardiaque, voilà. Tu peux Oui, trouver ils auraient des pu trucs, l'empoisonner et puis après faire genre, bon, elle est morte. Ouais, non, mais je comprends pas pourquoi la garder précisément, alors que, par exemple, ils ont fait zigouiller le maire, je me demande si c'est pas, c'est là où je pense aux éléments du tome 2, tu vois, où t'as un personnage qui fait certains trucs, et le garde en vie, alors que tu dis, mais pourquoi? Et en fait, tu comprends qu'en fait, ils veulent étudier, en fait, bon, on est dans la partie spoil, mais je vais essayer de pas spoiler les bouquins, mais ils veulent étudier quelque chose, en fait, un phénomène. Et je me demande si c'est pas ça, en fait. Parce que ce personnage fait beaucoup penser à ce personnage du tome 2, et je me suis demandé si c'était pas le même procédé au final, parce qu'il le gardait aussi en vie pour l'étudier. Donc je me dis, est-ce que c'est peut-être ça parce qu'en gros, les gens sont censés être nés dans le stylo, ils sont censés accepter tout ce qu'on leur dit parce qu'ils ont connu que ça. Et comment se fait-il que certains personnages arrivent à comprendre, quoi, tu vois, et du coup, ils essaient d'étudier. En gros, moi j'ai l'impression qu'en gros, et c'est vraiment expliqué dans les bouquins, je suis pas sûre que les éléments soient tous donnés dans la série, mais je pense qu'ils donneront au fur et à mesure, qu'en gros, ils essaient de comprendre pourquoi ça merde. Par exemple, t'as au tout début, le maire qui stresse parce qu'en fait, ils ont jamais eu de maire, de shérif qui est sorti. Et du coup, elle dit, ça sort du cadre, et du coup, je suis perdue, je sais plus comment faire. Et du coup, tu comprends qu'ils ont un scénario qu'ils suivent, et qu'en gros, si on sort de ce scénario, comment on fait? Et qu'est-ce qui se passe? Et que du coup, ils ont besoin de comprendre chaque mécanisme humain qui fait que ça débloque pour éviter que ça débloque une autre fois. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Mais j'en dis pas plus pour pas spoiler. Non, mais c'est peut-être logique, mais je trouvais que, tu vois, le reste était fait subtilement, et en fait, je trouvais que cet arc-là, c'était un peu moins subtil. Alors que, tu vois, de l'autre côté, t'as Common, là, avec toutes ces petites ces petites histoires, et c'est machin. Chaque fois, ça me fait rire qu'il s'appelle Common, excusez-moi, mais bref. Non, mais je trouve ça super intéressant, parce que t'as le mec, tu vois qu'il a une pièce secrète, il te raconte des histoires et tout. Et donc, effectivement, tu te dis, c'est cool, ça sert à mettre en place des choses qui vont intriguer le public et qui vont avoir des liens après, voilà, avec le roman. Et je trouvais que il se suffisait, en fait, à lui-même, parce que tu vois très bien, à plusieurs moments, il te montre qu'en fait, c'est peut-être lui qui a le plus de pouvoir là-dedans. Ils te sous-entendent, tu vois. Après, moi, je pense, pour te répondre à Léna, ce que tu disais au début sur le judiciaire, que tu comprenais pas. Effectivement, je trouve, au début, je me suis dit aussi que ça faisait doublon par rapport aux déités. Mais je pense que ils l'ont amené pour faire le twist où tu penses que c'est eux les méchants, c'est eux qui contrôlent tout, c'est eux qui ont machin. Et en fait, non, c'est le déité qui contrôle tout en secret. Et du coup, c'était pour ce twist. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, le judiciaire, qui est en fait une espèce de justice et de police de pacotille, qui est vraiment et qui effectivement fait un peu doublon aussi avec le shérif, du coup, parce que tu te dis, mais du coup, qui s'occupe judiciaire, il fait peur avec ses gros bras, c'est à la fois censé être mais à quoi sert le shérif, du coup? Le juge, mais en même temps, ils ont des hommes de main, donc ça fait un peu double avec le shérif dans le lore de la série. Mais à la fois, je pense que ils ont ce côté bourreau, un peu l'image du fait peur, etc. Et en même temps, je pense que
ma théorie, c'est que c'est un personnage qui sera voué à évoluer positivement, dans le sens où il a tous les clés pour comprendre comment ça se passe, et peut-être plus que Peter, d'aider Juliette dans sa mission, quoi. Et je pense, ma théorie, c'est qu'il va en comprenant ce qui se passe, parce qu'il a pas toutes les clés, lui. Il surveille, mais il a pas toutes les clés, contrairement au chef, à Bernard. Et du coup, je pense que c'était que, pour le spectateur pense que c'est lui le méchant et pas Bernard. Du coup, ça fait un twist à la fin de la saison 1. Et que, après, comme c'est quelqu'un qui n'a pas tout en main, contrairement à Bernard, il peut potentiellement se ranger du côté de Juliette quand il comprendra ce qui se passe, en fait. Ouais. Et comme c'est quelqu'un qui était négatif au début, qui peut passer en positif, c'est toujours intéressant comme type de personnage à suivre. Après, c'est vrai que il peut faire doublon à certains éléments. Après, il y a la figure du miroir et du reflet. Tous les personnages, ils ont une phase positive, une phase négative. Genre, l'exemple de Bernard, là, au début, tu te dis, en fait, il a l'air sympa et tout. Puis après, tac, tu te rends compte de ce qu'il est vraiment. Et c'est pareil, en fait, tu penses que le judiciaire, c'est mauvais, mais en fait, tu vois qu'il y a quelque chose qui contrôle au-dessus. Et j'ai l'impression que c'est vraiment, on est tout le temps dans, on trompe le public. Pareil pour l'extérieur. Les gens, ils voient un truc moche et ceux qui sortent, on les trompe. Et d'ailleurs, on peut se demander pourquoi, au final, parce que... Bref, ils font leur nettoyage, leur machin, c'est-à-dire qu'ils ont une image qui est fausse, qui est idyllique, qui est machin, que c'est pas du tout ça. Alors que ceux qui sont à l'intérieur, ils voient que c'est pas du tout pareil. Enfin, c'est tout le temps dans l'illusion, et les gens sont dans l'illusion que le pacte fonctionne. Ils sont dans l'illusion que c'est le shérif qui s'occupe d'eux et que le judiciaire, c'est un peu, tu vois, comme la police fédérale du silo, qu'ils sont à tous les étages, enfin, ils font tous leurs trucs. Et je pense que c'est comme ça, on leur fait croire qu'il y a une organisation, qu'il y a quelque chose de réglé, de bien préparé pour que les gens se sentent en sécurité et aussi soient dans l'obéissance, parce qu'on voit aussi la façon dont cette société fonctionne, où c'est vraiment... d'ailleurs, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à Metropolis de Friesland, où tu as toute cette société qui est pareil, qui est en étage, où tu as sur le dessus les gens privilégiés, les pouvoirs politiques et tout ça, et en dessous les plus pauvres, et à quel point on essaye de faire régner l'ordre par une certaine organisation, et aussi en les faisant crouler sous le travail. Et ça, on le voit plusieurs fois dans la série. Ils hésitent pas, justement. On voit la vie du silo. C'est ça qui est important. On voit les gens qui sont des porteurs, qui font tout le temps à monter tous les étages pour porter des trucs et tout. On voit les gens qui bossent de la terre, qui en peuvent plus. On voit là où est Juliette, le travail qu'ils ont, parce qu'ils sont dans le cœur du truc. En fait, les gens qui devraient être le plus importants, c'est les gens qui s'occupent de faire marcher les machines. Et pourtant, ce sont les gens les moins bien traités. Ouais. Parce que sans eux, s'il y a plus de machines, tout le monde crève. Et c'est fou. Et c'est fou qu'on leur laisse même pas faire leur travail correctement. Genre quand la mère va voir Juliette au début et qu'elle lui dit non, moi il faut que vous fassiez un truc pour que je puisse réparer. Parce que je vous explique, là je fais comme je peux, je colle, je mets des trucs, mais au bout d'un moment ça va péter et vous nous répondez pas qu'on vous le dit, mais voilà quoi. Donc et je trouve ça intéressant, et finalement quand t'as la mère qui descend et qui écoute déjà le bas et qui va quelque part troubler cet ordre établi en faisant remonter Juliette, tu sens que déjà ça y est, c'est l'engrenage qui fait que le silo peut à tout moment partir en vrille, et donc forcément qui fait que Bernard et ses potes, ils sont pas très contents de l'avoir en tant que shérif aussi. Donc mais c'est intéressant, il y a un effet papillon en fait dans toute cette histoire. Non, c'est sûr. C'est sûr. Et non, mais c'est effectivement au fur et à mesure qu'on en parle, c'est vrai que je réalise qu'en fait, effectivement, le judiciaire peut avoir ce rôle de détourner l'attention du DIT, parce que on sait au fur et à mesure que le DIT a ce rôle un petit peu important, et peut-être que les gens auraient tendance à être plus suspicieux et à se mêler un peu plus de ce qui ne les regarde pas s'ils savaient l'importance que peut avoir en réalité le DIT, alors que là, finalement, avec le judiciaire qui prend place au premier plan, le DIT est un peu relégué aux informaticiens, à ceux qui gèrent leurs trucs dans leur coin, et pas des gens qui peuvent avoir un rôle finalement important dans la gestion du silo. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Faye, sur l'histoire des visières quand tu sors et tout, pour moi c'est vraiment le fait de montrer une chose positive aux gens avant leur dernier souffle, quoi. Moi c'est une autre théorie que j'ai. Alors ayant lu tous les trois bouquins, mais en gros c'est que en gros leur concept c'est tant que la personne nettoie, tout va bien, et tant que la personne croit que l'extérieur est ok, tout va bien, parce qu'en gros c'est, on va dire, la théorie du complot la plus facile,
et que vaut mieux qu'ils partent sur cette piste-là qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe, en fait. Et le vrai secret, c'est pas tant est-ce que l'extérieur est toxique ou pas. Le vrai secret, c'est qui dirige le silo, en fait. Qui dirige le silo et pourquoi. Et pourquoi ils sont dans ce silo-là. Il y a peut-être pas que l'air... Enfin, la question, c'est pas que est-ce que l'air est toxique ou pas, mais c'est pourquoi l'air est toxique et pourquoi il y a les silos et pourquoi... Enfin, c'est un enchaînement de cascades de questions qui veulent pas que les gens se posent. Et du coup, pour moi, l'écran avec l'air pur, etc., c'est un détournement d'attention comme le judiciaire, en fait. C'est pour détourner l'attention et que les gens, tant qu'ils se posent pas ces questions-là, et du coup, que Juliette, elle, arrive à découvrir que, bah non, c'est un mensonge, bah en fait, elle découvre que bah c'est pas ça le vrai mystère, en fait. Ouais. Bah, après... Et en même temps, oui, quand on voit le disque que découvre George, se regarde bien. Et il y en a qui ont bien regardé, parce que j'écoutais Captain Popcorn, il a pas lu les bouquins, je crois, et tu le voyais qui, juste à partir de ça, tirait déjà des bonnes conclusions. Et en fait, dans le truc du disque, t'as déjà énormément d'indices, en fait. Enfin, si t'as pas lu les bouquins, je pense que juste tu regardes bien au moment du disque, je fais non mais il donne trop de trucs là, d'indices, en fait, si tu regardes bien. Ouais, il y a plein de les noms de fichiers et tout, je me rappelle. Ouais, des indices comme quoi déjà peut-être que c'est pas le seul silo. En vrai, c'est pas spécialement un spoil puisqu'on finit là-dessus sur la fin de la saison. Oui. Et moi, par contre, tu vois, sur le fait que l'histoire avec les gens qui sortent, parce que t'as l'impression que leur intérêt, c'est pas que les gens aient envie de sortir, et pourtant, bah, ils encouragent quelque part les gens à sortir. Enfin, et en fait, est-ce que ça serait pas mieux de laisser la vraie vision, qui est la vision de ce qu'ils voient sur l'écran, pour que les gens, ils aient plus envie de sortir, en fait? Bah, non, parce qu'en fait, surtout, ils veulent qu'ils meurent dans le champ de vision de l'écran et qu'ils sortent pas et qu'ils voient pas qu'il y a d'autres silos. Parce que tu vois la fin de la saison 1, donc quand elle sort, qu'elle voit qu'il y a les autres machins cratères, du coup tu vois qu'il y a d'autres silos. Si les mecs survivent assez longtemps, donc en gros, il y a l'écran qui leur fait croire l'illusion, qui font que ils sont émerveillés et restent sur place, et que du coup ils crèvent devant l'écran. Donc déjà ça montre à tout le monde que non, ils sont toujours pas sortir. Et en plus de ça, bah ils remarquent pas qu'il y a un truc, parce qu'ils pourraient peut-être faire des gestes qui feraient comprendre quelque chose. Là ils ont le temps de rien faire parce qu'ils ont rien vu en fait. Mais alors pourquoi les gens ils continuent à vouloir sortir? Parce que tu vois les gens crever. Pour moi ils veulent pas spécialement sortir. Enfin finalement c'est une ou deux personnes tous les je sais pas combien d'années qui en a marre en fait, qui devient parano, qui suffoque, qui a envie de sortir. Mais après la majorité des gens qui sortent en fait c'est souvent des gens qui ont commis des crimes ou pour que ce soit une punition en fait. Et c'est un peu ce qui fait, il dit souvent que c'est un peu une cocotte minute, une soupape, et que si personne sort pendant super longtemps, la tension commence à monter, les gens sont tendus et c'est là que risque que ça pète ou qu'il y ait une révolte et après c'est pour ça je pense aussi qu'à certains moments où ça fait vraiment très longtemps, ils vont inciter quelqu'un à il faut trouver un criminel ou il faut trouver quelqu'un à foutre dehors quoi pour relâcher un peu la pression quoi. Ouais, et tu vois dans la série d'ailleurs ils le disent vous avez voilà Jules, oui j'ai entendu elle a dit qu'elle voulait sortir que ça fait ça alors que mais non elle a dit qu'elle avait faim mais non elle a dit sortir j'ai entendu. En fait c'est aussi une arme politique. Alors dans ce cas-là pourquoi la vieille ils l'ont pas foutue dehors encore une fois la vieille tu parles il fallait justifier de la mettre dehors. Bah ils avaient qu'à dire elle a dit qu'elle voulait sortir. Oui c'est vrai. Maintenant, avec les intelligences artificielles, ils faisaient la voix de la vieille. Regardez, elle a dit qu'elle voulait sortir. Non, mais après, ils se méfieraient peut-être de ce qu'elle pourrait dire avant de sortir. Oui, mais ils ont pas le son dans leur scaphandre, je crois. Non, mais avant, tu vois, elle passe dans... tu veux dire dans le scaphandre, même quand... Oui. Ouais, je sais pas. Bah si c'est montré parce que par exemple au début quand t'as Rashida Jones qui sort, elle dit à son mari qu'elle peut pas communiquer avec lui mais que si dehors c'est bien comme ce qu'elle pense, elle nettoiera ou elle fera un truc et en fait c'est que comme ça qu'elle peut communiquer avec lui. Donc je me dis après pour vas-y finis. Vas-y c'est bon. Je disais pour moi la folle aux yeux de beaucoup de gens en fait enfin pas la folle la vieille, enfin celle en tout cas qui fait des théories et tout. Aux yeux de beaucoup de personnes, justement, elle passe pour folle. Enfin, il y a plein de gens qui la prennent un petit peu pour une starbée, qui inventent des choses. Et peut-être que pour eux, du coup, c'est pas vraiment une menace. Ils se disent, bon, la majorité des gens, de toute façon, la prennent pour une folle. Donc, ça sert à rien de s'embêter à créer du conflit limite, en disant... si tu la tues, tu peux cautionner ces théories, quoi. Ouais. Parce qu'il y a aussi ce truc qu'ils le disent, alors je sais plus si ils le disent dans la série, mais en tout cas dans le bouquin, ils le disent clairement, que toute vie est perdue. S'ils le disent aussi dans la série, quand Juliette va être machin, que ça le désole parce qu'elle était utile, et qu'en gros toute vie est utile, et que ils veulent pas perdre de vie, et en fait ils mettent les gens dehors que quand ils ont pas le choix, ou quand la personne elle est de toute façon
en train de péter un câble, quoi. Comme par exemple, la toute première, quoi, au début, vous voyez bien, elle s'est tailladée, etc. Enfin, elle est folle, elle pourra pas, elle est en train de péter un câble, elle pourra pas revenir comme ça facilement. Et ils veulent éviter un effet de contamination, quoi. Après, il y a des choses, tu vois, un peu illogiques. Par exemple, tu vois, quand on parle de la loterie, là, des naissances, justement, la vieille folle, elle sous-entend qu'il y a certaines personnes qui veulent pas qu'elle se reproduise. Mais pourtant, par exemple, tu vois le cas de, encore Rashida Jones, j'ai oublié son nom dans la série, excusez-moi, donc qui est la femme du shérif et qui bosse pour le DIT, là. Elle est intelligente, enfin, c'est quelqu'un qui peut servir, donc pourquoi ne pas vouloir qu'elle se reproduise? Parce que peut-être son enfant, il pourrait être tout aussi utile au silo. Et tu sais, c'est parce qu'elle est dangereuse qu'elle a découvert des choses. Mais au moment où elle a essayé, elle a déjà essayé 3 fois, elle savait pas toutes les infos qu'elle a. Donc pourquoi est-ce qu'ils veulent pas que certaines personnes se reproduisent et que d'autres se reproduisent? Alors ça peut poser des questions. Il y a des choses qu'on peut pas dire par rapport au bouquin. Mais c'est vrai que sur le coup, tu peux te dire, c'est quoi cette société? Est-ce qu'elle veut finalement que ce soit des personnes qu'on puisse utiliser qui se reproduisent? Est-ce qu'ils veulent pas plutôt Alors, ils veulent des personnes malléables qui se reproduisent et en fait, si les gens qui se reproduisent, en plus, en général, dans le bouquin, en tout cas, ils le disent clairement. C'est vrai que dans la série, je crois que c'est pas très bien dit, mais affirmé. Mais en général, les gens restent dans l'étage où ils sont et dans le truc où ils sont. Et du coup, si tu laisses les gens qui sont à l'étage supérieur se reproduire tout le temps entre eux, du coup, t'as pas de personne qui monte parce qu'il manque quelqu'un. Et du coup, je pense que c'est pour ça, et aussi parce que si tu laisses ces personnes intelligentes qui sont au courant de plein de trucs, qui ont la vision sur les écrans, qui ont accès à plein d'informations, se reproduire et transmettre ces infos à leurs enfants, peut-être qu'un jour ils vont être assez intelligents et avoir assez d'informations pour comprendre ce qui se passe. Donc c'est plus intéressant que ces personnes-là ne se reproduisent pas et que t'as des personnes qui montent en haut, qui donnent en plus de l'espoir aux gens qui sont en bas de monter, etc. Enfin, je pense que dans le contrôle de la population, c'est plus intelligent de procéder comme ça. C'est possible aussi, mais après, par exemple, les gens du DIT, ils sont pas tous traîtres ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, je trouve que mais ils ont accès à des informations. Ils ont accès à des informations qui font que si effectivement ils transmettent à leurs enfants, etc., peut-être qu'à un moment donné, surtout les enfants, ça pose des questions, etc. Moi, je me suis dit que c'était ça, quoi. C'est-à-dire que c'est dans l'enfant à qui ils vont parler, ils vont transmettre des infos. Tu sais, t'es un enfant, tu répètes tout à tout le monde en mode je vais répéter ça à l'école, etc. Et tu vois, je me suis dit que c'était un moyen de contrôler la population. C'est peut-être ce qui est arrivé avec la famille de Juliette. Bon, après, t'avais son petit frère, soi-disant, qui était malade, la mère qui cachait des secrets, qui sont venus après la chercher. Peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Peut-être que le gamin, il a parlé à un moment donné ou... Si je me souviens bien, dans le bouquin, en plus, il n'y a pas une histoire comme quoi l'enfant, elle n'était pas censée l'avoir, son fils. Je sais plus. Et que c'est pour ça qu'elle ne peut pas soigner parce qu'elle l'avait caché. Oui, c'est ça, elle Non, l'avait je crois que c'est pas un autre personnage, ça? Non, je crois que c'est il y a elle. une histoire d'enfant caché, effectivement, ça me dit Ils ont changé un peu son histoire dans la série. Dans la série, c'est en gros la mère qui fait des découvertes et tout. Mais dans le bouquin, il me semble que, en fait, comme ils ont la loterie, c'est comme les couples. Ils doivent annoncer leur couple et ils doivent attendre que la loterie les autorise à avoir un enfant. Ouais. Et comme la loterie ne revenait pas, et apparemment, dans la série, elle fait dans le livre, en tout cas, elle fait un enfant sans la loterie et du coup, il est caché, etc. Et quand il tombe malade, elle peut pas le soigner puisqu'il est caché, quoi. Enfin... Oui. D'accord. C'est ça parce que je me rappelle quand je me suis dit, ça me rappelle, attention pour James, The Sang, parce qu'il y a un personnage un peu comme ça aussi, qui est très cool d'ailleurs. Non mais... non mais donc c'est ça, alors que dans la série, ils te mettent l'accent sur le fait qu'elle cachait des trucs et tout, parce qu'elle était dans le secret, mais du coup, je m'étais posé la question si par hasard, Après, ça marche aussi. Parce que dans la série, en gros, il a une maladie qu'ils peuvent pas traiter parce que ça demanderait une technologie qu'il n'y a pas dans le silo. D'accord. Et que elle, en voulant soigner son gamin, elle met la main, elle fait une espèce de lentille grossissante qui du coup permet de lire des trucs que ils devraient pas pouvoir lire parce qu'ils n'ont pas cette technologie. Et tu comprends que le contrôle de la population passe aussi par ce à quoi ils ont accès. Qu'en gros, on leur donne pas des outils de ouf, qu'il n'y a pas d'ascenseur dans le silo. Enfin, il y a plein de trucs qui limitent en fait. Il n'y a pas d'ascenseur pour pas que la population... il explique dans la série, il explique aussi dans le livre, mais il explique dans la série à un moment que c'était pour une histoire soi-disant d'égalité ou pour que tout le monde puisse... il te sort un truc, c'est marqué dans le pacte, et il te parle d'une histoire pour que tout le monde soit au même niveau, puisse monter, je sais pas quoi. Je sais plus exactement, mais en fait, tu sous-entends que c'est aussi pour crever les gens, pour qu'ils aient pas envie, tu vois, s'il y a une rébellion ou quoi, de... Il y a casser. Pareil, on apprend dans le tome 2. Il y a une raison principale au fait qu'il n'y ait pas d'escalier, qu'il n'y ait pas de... que tout soit accessible. Mais bon, on le dira pas pour que... Pas non, spoiler, on le dira pas. Mais ça permet aussi que tu peux pas monter tous les étages, sauf dans la série, où les mecs ils montent les étages hyper facilement. Sinon, normalement, dans le bouquin, tu peux pas.
Et du coup, bah forcément, les classes les plus inférieures restent tout le temps en bas et les classes supérieures restent tout le temps en haut. Et ça ne se mélange pas. Et du coup, bah si tu te mélanges pas, tu peux partager tes aspirations, tu peux pas former une révolte. Et du coup, les choses restent comme elles. Bah oui. C'est un moyen de contrôler. En plus, en même temps, bah les gens sont surveillés. Donc ça aussi, il faut le dire, parce qu'il y a vraiment un côté Big Brother, quoi. C'est-à-dire qu'ils les surveillent via des miroirs, via les enregistrements. Donc ils sont au courant de tout. Ils peuvent effectivement aussi adapter, genre s'ils entendent qu'un étage, il y a des choses qui se passent et tout, ils peuvent vite leur couper l'herbe sur le pied. Ils peuvent aussi, s'ils entendent qu'un étage, par exemple, ils sont pas bien parce qu'il leur manque de la viande et ils peuvent s'arranger pour leur filer ce qu'ils veulent pour les calmer. Enfin, ils peuvent vraiment tout contrôler. C'est un outil de propagande aussi parce qu'ils vont entendre les problématiques des gens, ils vont pouvoir aussi faire de la propagande pour que ça se calme. Enfin, c'est vraiment les gens n'ont aucune liberté en fait. Non. Ah non, mais c'est et même ça reproduit des schémas de précédentes sociétés ou précédentes pays. Par exemple, la surveillance massive, ça rappelle ce que l'URSS faisait un temps. Le contrôle des populations avec les plus pauvres qui ne se mêlent pas aux plus riches, ça rappelle vachement l'époque féodale, quoi. Enfin, il y a plein de trucs qui vont faire tilt avec d'autres sociétés et d'autres moyens de trucs. Et quand tu vois la suite qui est proposé dans les bouquins et qui, je pense, le sera dans la série, tu comprends mieux pourquoi, que ce qui contrôle tout ça, c'est peut-être inspiré du pire de l'humanité au final. Et je suis pas la meilleure d'ailleurs. Mais c'est des gens qui sont totalement privés de curiosité, privés de liberté, privés de la liberté de penser, comme dirait notre ami Florent Pagny. Donc vraiment, c'est une société limite où les gens sont abrutis en quelque sorte. On les empêche d'avoir accès aux informations, à leur histoire, parce qu'on voit que même, par exemple, il y a des bouts d'histoire du silo qui sont supprimés. On fait à un moment plusieurs fois référence au fait qu'il y aurait eu une révolte à un moment donné et que ça a été effacé, que les gens savent pas du tout ce qui s'est passé et tout. Donc vraiment, ouais, c'est des légumes. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut y voir un rapport avec Matrix, parce que dans Matrix, on voit que les machines mettent les gens dans des espèces de structures qui ressemblent un peu à un silo, en fait, où ils sont devenus des piles. Et c'est un peu pareil là aussi, c'est-à-dire que les gens sont juste là, quelque part, pour faire que le silo existe. On se demande, c'est horrible, on se demande même s'ils ont des rêves, s'ils ont, c'est des gens qui sont vraiment dépressifs, en fait, moi je trouve, parce qu'ils ont pas d'espoir et tout ce qu'ils font, c'est grandir, faire le boulot qui était peut-être le boulot de leurs parents avant eux, et ainsi de suite. Et ça part en sucette. Ça me rappelle un épisode de Battlestar Galactica où t'avais comment il s'appelle, le chef Tyrol, qui devait s'occuper d'un vaisseau où il y avait des machines, et sur ce vaisseau, en fait, t'avais des gens qui n'avaient pas du tout la formation pour s'occuper de la machine qui était censée transformer des minerais ou je sais pas quoi, pour avoir de l'eau, et qui étaient juste là parce qu'ils étaient originaires d'une planète précise. Et ça mettait des accidents, ça mettait des problèmes, et c'est comme ça qu'après la série en profitait pour parler d'histoires de syndicats. Et tu vois que dans la série, ils peuvent même pas faire des syndicats, mais t'as des gens qui sont là juste parce qu'ils sont nés à tel étage. Tu dois faire les boulots de tel étage, alors que c'est pas tellement ça. Et l'histoire de Juliette qui elle descend pour le coup est assez pas choquante, mais et remonte, mais est assez pas choquante, mais presque, parce que t'as l'impression que c'est vraiment quelque chose qui arrive pas souvent, que quelqu'un que ce fille d'un médecin descende dans les bas-fonds et devienne mécanicienne, quoi. Mais elle est complètement un électron libre. Elle est depuis le début de son histoire un électron libre, en fait. Et elle est le grain de sable dans l'engrenage qui va tout faire péter, en fait. Oui, exactement, parce que même tu vois dans sa relation avec Georges aussi, lui aussi c'est un électron libre aussi, c'est quelqu'un qui est curieux, qui justement veut comprendre ce qui se passe et tout, qui lui montre qu'il la contamine, et tu te rends compte que si les gens arrivent à se réunir, effectivement ce que tu disais, ça peut aller très très loin. Mais j'aime bien leur histoire. En même temps, tu vois, Georges, il y avait des fois je trouvais qu'il avait un côté inquiétant, il y a des moments où je me disais, est-ce que lui il est pas dedans aussi et tout, qu'est-ce qu'il lui veut d'elle et tout, et j'avais du mal à comprendre qu'il pouvait vraiment être sincère et l'aimer. Et après ça m'a fait poser des questions sur en fait les relations humaines en elles-mêmes, c'est-à-dire est-ce que les gens finalement ils se mettent avec d'autres personnes juste parce que c'est un espèce d'instinct animal, l'envie de s'accoupler, d'avoir des gosses et tout, ou est-ce qu'il y a vraiment une sincérité dans les sentiments, tellement ils sont abrutis dans le fait que genre tu travailles, tu fais ta vie, tu te couches, tu respectes le pacte, à toutes les 5 minutes on te sort le pacte, toutes les 30 secondes, mais personne n'a vraiment lu ce pacte, quoi. C'est
Ah, bah, si, les déités, il le lit par cœur, quoi. Ouais, voilà, eux, la justice Bernard, il le connaît par cœur, le pacte. Ouais. le judiciaire. Parce que tu vois, par exemple, Juliette, quand elle devient shérif, on lui dit ouais, il faut que vous lisiez le pacte et tout. Tu vois qu'elle l'avait jamais lu, alors que pendant toute la série, on te dit ah mais dans le pacte il y a ça, nanana, nanana, et tu te rends compte qu'en fait les gens ils apprennent le pacte par le pouvoir Notre code civil, Ouais, c'est ça, c'est pareil. est censé Personne n'a lu. ignorer la loi. Qui a lu le code civil, quoi? Et moi, j'en ai un. J'en ai lu des bouts, parce que vraiment je devais me renseigner, mais j'ai pas réussi à tout lire parce que c'est quand même imbitable, c'est vrai. Franchement, c'est imbitable, quoi. C'est comme un texte d'avocat, quoi. Enfin, tu peux en lire un à la limite, mais lire tout un truc. Je sais pas, leur truc, c'est censé être juste un bouquin de règles. Enfin, moi, j'avais compris le truc comme genre, tu sais, Moïse avec ses commandements, quoi. Moi, je voyais bien une liste comme ça, où je me suis dit, ça doit pas être difficile à c'est lire. totalement inspiré ça, hein, je pense. Ah oui, D'autant qu'il y a un autre texte après qui apparaît, qui apparaîtra dans la suite. Pareil, les titres sont très évocateurs, très bibliques au final. Et puis, il y a les fondateurs, ça aussi, ça fait très mystérieux, très biblique. Et en même temps, en fait, c'est comme tu disais, l'histoire des rebelles, etc. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est toute une mythologie qu'on leur a inventée pour pas qu'ils se posent les bonnes questions, quoi. Parce que les gens, ils ont besoin d'une croyance. Et encore, il y a un élément d'ailleurs qui est dans le bouquin qu'ils ont pas mis là, mais c'est qu'il y a une religion aussi normalement dans le silo. Oui, parce qu'il y a des personnages de prêtres et tout. Peut-être tu vois vite fait quand il y a l'enterrement. Mais après, je crois que au début, on n'en parle pas trop. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, je me dis, c'est bizarre qu'il l'ait pas placé dans la série parce que comme eux, ils ont tous les éléments des bouquins, ils auraient pu placer ça dès le début. Dans le 3e bouquin, t'as un perso de prêtre qui est assez intéressant, mais c'est vrai que ça aurait été pas bête de le placer déjà un peu. Après, tu vois vite fait, je te dis, quand ils enterrent la mère et l'adjoint, mais pas plus que ça en fait, quoi. Mais après, encore une fois, tu vois, pour revenir sur le côté divin, le fait qu'on ait tout ce truc du cercle, qu'on ait tout le temps ce truc du regard, t'as l'impression que les persos sont tout le temps placés sous le regard divin, qui est symbolisé aussi par ce pacte. Attends, je te surveille, si tu respectes pas mes commandements, ça va mal aller mon petit, tu vas aller au nettoyage, tu vois. Donc il y a vraiment ce côté aussi comme ça biblique qui revient. Ouais. Bah oui. Bah complètement. Après, c'est vrai que nous, d'un point de vue extérieur, on voit tous les dysfonctionnements, tous les défauts, on voit tout ce qui va pas. Enfin, pourquoi ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Après, je pense que les gens à leurs échelles, ben, en fait, ils voient pas forcément le mal ou quoi, parce qu'ils sont nés ici, ils ont toujours vécu ainsi. Et à part quelques-uns qui se posent effectivement les questions ou qui vont devenir un peu des élections libres comme Juliette ou Georges, il y en a plein de gens en fait qui vivent, ou Lucas. Il y en a plein qui vivent en fait leur quotidien comme nous on pourrait le vivre et sans se poser la question parce qu'ils ont toujours connu en fait cette société-là et pour eux c'est comme ça que ça fonctionne et il n'y a pas d'autres moyens possibles de vivre quoi. Oui non mais c'est vrai, t'as raison. Et même quand t'es conscient des problèmes, est-ce que tu les affrontes pour autant? Regarde notre société aujourd'hui en crise de toutes parts, tu vois, menacée par la crise économique, la crise écologique, la guerre qu'il y a partout, enfin qu'il y a à plein d'endroits autour de nous. Est-ce que pour autant, on voit les problèmes du système, mais est-ce que pour autant on est capable de les corriger? Bah non. Non, parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, donc. Oui, et puis même si tu entendais, enfin si tu veux renverser un système, faut déjà avoir une idée d'un meilleur système, quoi. Parce que si c'est pour laisser après des, enfin il y a plein de révolutions qui ont été arrachées du peuple pour être pris par des tyrans qui en ont profité, quoi. Donc si c'est pour faire une révolution sans avoir une idée précise que tu veux et avoir les reins assez solides pour poser ce que tu veux derrière. Bah, c'est la porte ouverte à un tyran qui va faire encore pire que ce qu'il y avait avant. Donc, l'Empire intergalactique, hein, voilà. Moi, je pensais à Pinochet, mais bon, après... Je raisonne le côté un peu, voilà, il se passe, voilà. Petite envie. Et tout à l'heure, tu parlais de quelque chose, justement, que tu trouvais qui ne fonctionnait pas et que tu voulais développer dans la partie... Oui, alors c'est effectivement le personnage qui est joué par la sœur de Christopher Lee. Je vais retrouver le nom de personnage, attendez 2 secondes. C'est Walker. Mais c'est le même nom, je crois, dans le livre et dans le bouquin. Oui, je crois que c'est le même nom. Ils ont juste changé le sexe. Sauf que c'est un homme. Ouais, c'est un homme dans le bouquin. Et du coup, elle, c'est celle qui bidouille une radio, pirate, parce que t'as pas le droit d'avoir une radio. Et du coup, ça lui donne accès à certaines informations, cette radio, mais pour autant, je trouve que la série ne justifie pas comment elle apprend qu'il faut le bon ruban et que, en fait, ils font exprès d'avoir des combinaisons qui sont pas terribles pour mourir avant de passer le tremplin quand ils sont dehors, les gens dehors. Alors, comment est-ce que comprendre? Parce que oui, c'est dit qu'à un moment donné, Juliette avait piqué le ruban du DIT et avait vu qu'il était moins bonne qualité que le ruban qu'elle avait. Mais à partir de là, tirer la conclusion, si Juliette elle-même n'arrive pas à tirer la conclusion, comment ça se fait que Walker,
qui a juste entendu parler de l'histoire tire la bonne conclusion. Je me suis dit, ça, c'est pas trop expliqué. Ça aurait mérité une petite explication. Il y a plusieurs fois où il y a des persos qui sous-entendent que les trucs qu'ils ont, c'est de la merde, que ça fuit, il me semble. Et après, on sait que ce personnage-là, sa copine, enfin sa chérie, elle bossait au DUT ou je sais pas quoi, et qu'elle lui avait dit que ils avaient du meilleur matos qu'eux. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Et justement, quand elle entend... Après, moi, ce que j'ai compris, c'est même pas qu'elle comprend, c'est juste que comme elle entend que Machine, elle doit sortir, et qu'elle l'aime comme une mère, mais en fait, je pense qu'elle veut essayer de faire tout pour qu'elle puisse tenir un moment. Et je pense que même elle doit même pas savoir que ça va tenir le plus longtemps. Ce qu'elle veut, je pense, c'est lui donner le plus de chances possible de peut-être pouvoir s'en sortir. Et elle s'est rappelée que elle avait entendu que c'était de la merde et tout, et peut-être elle s'est dit, ah, c'est peut-être ça, tu vois. Enfin, je pense pas qu'elle ait la certitude que c'est ça. Je pense que là, elle doit avoir maintenant la certitude puisqu'elle l'a vu partir. Parce que à plusieurs moments, quand elle s'éloigne, on tourne plusieurs persos, je crois, dont elle et Jules, qui disent, ah bah oui, les machins, ça marche bien. Et c'est comme si, enfin, moi, je l'ai compris comme ça, disait, ah bah oui, je comprends mieux maintenant, tu vois. Enfin, moi, je l'ai perçu comme ça. Il faudrait que je revoie l'épisode. Mais la première fois que je l'ai vu, c'est le sentiment que j'ai eu, en fait. Bah, parce que dans la série, il me semblait que Juliette lui posait une question à ce sujet-là, sur, en gros, les trucs que reçoivent le DIT, comme quoi il y avait un problème au niveau des commandes ou je sais pas quoi, et Walker planche dessus et est censé lui ramener une information. Donc tu dis, ok, là, c'est normal qu'elle planche dessus parce que lui pose la question dans le bouquin. Mais dans la série, c'est pas le cas. Elle lui pose, enfin, je me rappelle pas qu'elle pose la question, j'ai l'impression Non, elle pose pas la question, mais c'est plusieurs fois, t'as des persos qui râlent sur ça. Et elle, je te dis, elle avait une copine qui bossait là, son ex, et donc elle savait, elle lui avait dit aussi. Et en fait, je te dis, quand l'autre elle va dehors, tu vois qu'elle est tout pas bien et tout ça, et qu'elle veut pas qu'elle meure parce qu'elle l'aime. Et en fait, le fait qu'elle prenne sur elle et qu'elle sorte pour aller demander ce matos, je pense que c'est juste un dernier acte d'amour parce que elle veut essayer de la sauver. Elle se dit peut-être que ça la fera tenir plus longtemps et qu'elle pourra peut-être, elle se disait peut-être revenir, tu vois, ou faire quelque chose, mais je pense qu'elle voulait lui laisser un peu plus de chance, mais elle pensait pas que ça serait autant, je pense, parce qu'après, quand on voit Jules qui s'en va, enfin Juliette qui s'en va, t'as l'impression que même elle, elle se rappelle quand elle lui dit oui, le DIT, je sais pas quoi, fait du bon boulot, je sais pas quoi, elle sourit parce qu'elle comprend, et tu vois un peu, on te montre dans la salle, les gens qui disent, oh mon Dieu, mais elle est vivante, tu vois, et on te montre elle, là, qui est sortie pour aller voir l'écran et qui est soulagée, et j'ai l'impression qu'elle pensait pas que ça pourrait aller jusque-là et qu'elle pourrait partir. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. J'avais l'impression qu'elle prenait conscience de à quel point, en fait, les autres, ils faisaient des trucs de merde aux gens. Et je pense que ça va faire partie de ce qu'il y aura dans la saison 2 où les gens, ils vont un peu se rebeller en disant, bah attendez, elle est partie, elle va peut-être dire, ah mais je lui ai donné tel matos et tout. Et que peut-être ça peut être le début d'un soulèvement ou de quelque chose. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Après, il faudrait que je le revoie. Peut-être qu'en le revoyant, j'aurais pas du tout la même impression. Mais je sais que la première fois, je l'avais ressenti comme ça, comme si c'était vraiment, voilà, la découverte, la preuve ultime que c'était vraiment, vraiment plus solide. Bah, moi, j'ai eu ce sentiment que c'était un petit peu plus logique dans les bouquins. Oui, mais c'est plus logique, je suis d'accord, c'est beaucoup plus logique. Et encore, moi, pour moi, dans les bouquins, elle comprend. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'est un peu dit, et je trouve qu'on comprend pas vraiment comment elle comprend, en fait. Oui. C'est un peu Deus ex machina. Bah, c'est vrai qu'il y a cette histoire de ruban thermique, etc. Ouais. Mais de là à faire le lien entre c'est c'est le ruban technique et combinaison. Mais c'est ça qui arrive souvent dans le bouquin, comme il fait souvent des ellipses. Ouais, des ellipses et tout. T'as l'impression qu'il te manque des éléments, et quand t'as des twists, des fois, bah tu te dis mais ça sort d'où? Et ça arrive pareil dans les autres aussi, et c'est ça qui est un peu dommage. Alors, Matt Laurie, sur le plan littéraire, je pense qu'il fait ça pour avoir des effets d'impact. En gros, je dis pas le truc et boum, tiens, révélation, en fait, c'est passé ça. Sauf que, et des fois, j'ai l'impression que c'est écrit comme une série, d'ailleurs, chaque partie, tu vois, chaque épisode, il y avait un côté cliffhanger, et après, boum. Sauf que le truc qu'il a pas compris, je pense, en faisant ça, enfin, le bémol de faire ça, c'est que de faire des ellipses sur des moments qui, en plus, déjà, des fois, sont intéressants. Je trouve qu'à chaque fois, il fait des ellipses sur les fins des tomes, alors que c'est les moments les plus intéressants. Après, c'est pas le seul, hein. En ce moment, je lis le tome 5 de Dune. Je peux vous dire qu'aussi, il nous fait une ellipse à la fin où tu fais, alors tout est résolu, quoi. C'est quoi ce bordel? Moi, je voulais voir comment tu résolu le truc. Il a fait une ellipse pour encore critiquer les homos. Non, c'est bon, ça suffit maintenant. T'as une grande partie du bouquin qui pose les éléments, et à la fin, t'as pas le moment où il rassemble tous les éléments. Et enfin, moi, c'est ce que je kiffe lire, en fait. C'est ce que je kiffe voir à l'image. Donc, m'enlevez pas cette partie-là, quoi. Enfin, c'est la meilleure partie d'un bouquin.
quand tu fais une ellipse là-dessus, il y a quoi? Il reste plus que des explications sur l'univers. Ok, c'est sympa, mais je suis pas là pour lire mais il faut un équilibre. Tu vois, il faut un équilibre entre justement l'univers et l'humain. Et en fait, tu vois, ce que j'ai ressenti dans le final de la saison, c'est justement cet acte d'amour, ce truc, toi, d'arriver à sortir de chez elle, de faire ça pour essayer de la sauver. Tu te dis, en fait, il y a encore de l'espoir présent. Tu vois, pendant toute la série, on te montre que les gens, c'est limite des robots qui font leurs tâches et compagnie. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a encore, le gars qui fait sa carte des étoiles, c'est un rêveur, c'est un peu un artiste. L'autre, voilà, qui veut sauver la petite qu'elle a aidée, c'est de l'amour. Donc, tu te rends compte qu'il y a des persos qui ont encore des sentiments comme l'espoir, comme le rêve, comme tout ça. Et tu te rends compte qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent pas l'anéantir. Et ça, je trouve ça intéressant. Et tu finis en disant, tiens, qu'est-ce qu'ils vont faire sur la suite? Puisque pendant toute la série, on t'a montré que les gens qui montraient des sentiments, qui montraient l'intelligence, ça plaisait pas. Comme par exemple, voilà, le maire et l'adjoint, où c'est super triste. En fait, ils se sont aimés toute leur vie, mais ils ont jamais pu être ensemble parce qu'ils étaient concentrés sur leur position, sur les histoires de pacte et compagnie. Et c'est super triste quand ils meurent. Et encore, je trouve ça mignon qu'on les enterre ensemble. Bon, je pense que c'est pas pour l'amour, mais c'est pour de la manipulation. Mais quand même, quoi, c'est des persos, c'est super triste, en fait, quoi. Oui, c'est assez touchant. Mais t'as besoin de ça pour avoir de la dramaturgie. C'est mieux de torturer ces personnages que de les rendre heureux. Hein. Ça... Mais ceci dit, je trouve qu'effectivement, la série, la relation entre le père de Juliette et Juliette, je trouve que la relation est plus développée dans la série. En tout cas, tu vois plus de relations entre eux, le moment où elle se cache, etc. Alors, même si j'ai trouvé que c'était le moment un peu mou de la série, là où Juliette, elle se cache super longtemps et tu fais, bon, ça dure un peu longtemps cette partie-là. Et puis du coup, on suit Peter, qui est un peu fadasse comme personnage. Mais le point positif de cette partie-là, c'est quand même la relation père-fille de Juliette et de son père, qui est beaucoup plus développée que dans les bouquins. Et j'ai vraiment apprécié, en plus, les acteurs vraiment... Enfin, Yann et Rebecca, ils sont juste au top, quoi, je trouve. Enfin, vraiment, c'est un vrai plaisir de les suivre, quoi. Et puis, pareil, ça développe aussi un autre point, c'est la communication. Tu te rends compte que dans ce silo, il n'y a pas de communication, de vraie communication entre les gens, parce que finalement, le père et la fille étaient tous les deux en souffrance. Chacun croyait des choses qui étaient fausses, alors que s'ils avaient pu se parler, ils auraient pu un peu détourner ça. C'est-à-dire que la petite Juliette, elle pensait que son père avait trahi sa mère en la dénonçant, alors que non, c'était les miroirs, c'était le fait d'être sur surveillance. Et lui, il pensait, voilà, que des choses qui étaient fausses aussi. Il s'en voulait pour ce qui s'est passé, donc les deux étaient pas bien et ils auraient pu se consoler, et finalement non. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était la protéger, mais elle savait pas. Donc c'est pour ça que je trouve ça super touchant. Et quand ils arrivent à se parler, justement, et que ça soit dans une pièce où il y a des nouveau-nés qui sont quelque part des persos qui arrivent purs, plein de joie, plein d'espoir, qui sont pas encore modelés par le pacte, donc qui pourraient être dans la communication, hein. Ils font haru, c'est de la communication, hein. Mais voilà, mais je trouve ça chouette que ça soit dans cette pièce-là, où c'est une pièce qui finalement ne tombe pas sous la juridiction du pacte. Et d'ailleurs, on te dit que c'est la seule pièce où il n'y a pas de caméra, pas d'enregistrement ni rien. Donc je trouve ça intéressant. C'est comme un sas d'entrée, quoi. Je crois que dans les bouquins, je crois qu'il est sous surveillance, mais les caméras tombent en panne et ils ont oublié de réparer ou je sais pas quoi. Moi, il y a une histoire comme ça. Il faut pas juger ça important de réparer parce que c'est que des bébés qui pleurent, quoi. Mais effectivement, je trouve cette scène est hyper touchante. Et encore une fois, la mise en scène et les décors, je trouve que le décor de la nurserie, justement, c'est une grande pièce. Et t'as pas beaucoup de grandes pièces dans la série. À part je crois que le DIT, et le bureau du shérif, c'est des grandes pièces, mais le reste, c'est des petites pièces un peu où les personnages sont enfermés, les uns sur les autres, etc. Et même, moi, quand je lisais le bouquin, j'avais l'impression qu'ils vivaient dans des wagons-lits un peu. Oui, moi aussi. Tout en longueur, tout en machin, où tu peux pas passer à 2 personnes, etc. Et là, c'est un espace qui est grand, en fait. Qui est lumineux, et lumineux, et à la fois un peu, quand c'est la nuit qu'elle y va, etc. Et du coup, c'est des endroits qui sont un petit peu plus aérés. Tu respires quand t'es dedans, quoi. Ouais. Et mine de rien, la série joue beaucoup sur les espaces, quoi. Et ça, c'est intelligent, quoi, de jouer sur les espaces étouffants et au contraire aérés, quoi. Et c'est pas forcément dans les endroits les plus aérés que t'es en sécurité pour autant, mais Mais c'est ça, tu peux pas te cacher, vu que c'est encore une fois un rond, dans les ronds, t'as pas des trucs pour te cacher derrière un poteau, derrière un machin, donc c'est compliqué. Derrière un pot de fleurs. Voilà, derrière un pot de fleurs. Si, il faut que t'aies un carton, voilà, comme dans Metal Gear Solid, c'est toujours pratique. Mais je trouve que c'est tout le temps le stress, ce stylo. Ouais. Tu ressens la musique, la musique aussi, est un peu stressante. En fait, je pense que ça suit la forme du thriller, quoi. Ah oui, totalement. Avec le personnage qui est poursuivi, où tout va se liguer contre. Ouais.
Un personnage qui est un peu anti-héros quelque part parce qu'elle est bourrue, elle fait bande à part, elle partage pas, c'est un peu une connasse des fois même Juliette. Ah bah oui, Des fois tu fais les gens autour d'elle comment ils font pour la supporter, donner leur une médaille quoi parce que elle est pas sympa du tout quoi. Elle est bourrue. Elle est bourrue de chez bourrue quoi. Et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, c'est que le personnage le plus bourru, le shérif le plus bourru qu'ils ont, etc. Bah c'est une femme quoi. Ouais. C'est trop bien. Mais après il y a aussi, attends, l'instant qui va plaire à XP s'il nous écoute, l'instant Hitchcock. Parce qu'il y a des fois j'ai pensé à Vertigo dans la façon justement où le silo est filmé. Puis dans Vertigo, bah le héros principal il a le vertige, et là on a Juliette qui a peur de l'eau, donc ça joue aussi un peu sur ça, ouais, dans certains moments importants. Donc je me suis dit ouais, il y a vraiment ce côté un peu film, j'allais pas dire film noir, mais ce côté un peu thriller, et enfin tout ce truc angoissant, le fait encore une fois qu'on joue sur la réalité en quelque sorte. Tu crois que c'est un truc, c'est autre chose. C'est aussi quelque chose que tu peux retrouver dans des Hitchcock aussi. Donc ouais, c'est vraiment très froid, très. Le fait aussi de partir sur une enquête, que ce soit une enquête de base qui permet d'articuler toute l'histoire, et ben c'est pas mal aussi justement. Ce côté sombre comme ça, j'aime beaucoup. Et j'ai préféré, tu vois, limite cette approche-là que ce qu'il y a dans le bouquin. Où ça commence, je crois, il me semble, enfin après l'histoire du shérif qui se fout en l'air, ça commence direct. Allez, on va chercher l'autre là. Et puis le George, enfin l'enquête sur George, elle est pas autant développée, je trouve, que dans la série. Bah, en fait, dans le bouquin, on passe toute la descente que fait le maire et son adjoint sert à présenter l'univers. Et vraiment, c'est genre le fameux tunnel d'information que tu as souvent dans la fantasy. Ouais. Deux chapitres. Il y a les gosses. Là, il y a les agriculteurs. Là, il y a les machins. Bon, voilà, c'est un peu long. Et ça sert vraiment à te présenter le fonctionnement de l'univers, quoi. Ça dure assez longtemps, j'avoue, c'est un chapitre qui dure assez longtemps dans le bouquin. C'est uniquement là pour te présenter l'univers. Hein. Alors que commencer, tu vas direct par l'enquête déjà avec la femme du shérif qui t'explique ce qu'elle a fait, après partir sur George et puis hop, partir sur Samuel. Et dans le bouquin, c'était assez déconcertant, effectivement, tu chiffres plein de personnages. Et c'est vrai que Léna, je pense que c'était aussi ce que tu disais, le fait d'aller à l'encontre de ce qu'on attendrait. De la construction classique d'un roman où tu finalement, souvent, hein, pas dans tous les romans bien évidemment, mais tu rencontres ce héros qui va découvrir petit à petit. Et là, on commence en te faisant croire, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai cru au début, que le shérif, c'était la personne que tu allais suivre tout le long du livre, et non, on te le tue directement, et ensuite tu passes à la mère et tu dis du coup c'est elle qu'on va suivre, et en fait non, toujours pas. Et en fait ce fait d'être prise 2 fois entre guillemets à contre-pied comme ça, moi c'était quelque chose qui m'avait un peu accroché. J'avais dit oui, on n'est pas dans forcément une narration classique, et même Juliette, du coup je me disais peu après, est-ce que elle va aussi squeezer et on va partir sur autre chose, ou est-ce que vraiment ça va être elle qu'on va suivre? Et c'était quelque chose que j'aimais bien. Après je comprends que ce soit pas forcément adaptable en série, ou que ça peut trop déconcerter ou quoi, mais c'était quelque chose que j'avais apprécié, ouais. En vrai, ce scénario de un personnage qu'on suit principal, etc., c'est encore plus présent au cinéma. C'est pour ça que Hitchcock, par exemple, a autant déboussolé à son époque, c'est que le personnage principal se fait tuer en milieu de film. Ouais. Et c'était pas le seul. Il y a aussi, alors je sais plus lequel, c'est un film italien de Rossini, il me semble, où t'as un personnage aussi qui disparaît en plein milieu du roman, enfin du film. C'est le personnage principal, donc qu'est-ce qui se passe? Et là, je pense que dans la série, ce qui montre que c'est Juliette, en fait, qui est le personnage principal, c'est la promo autour de Rebecca Ferguson. Oui, c'est ça. Après, ceci, ça reste quand même perturbant, je pense. Tu attaques le premier épisode, elle est pas dedans, quoi. Oui. C'est un peu perturbant. Et ils ont gardé sa structure, puisque finalement, durant les 2 premiers épisodes, tu te fais un peu abuser, quoi. Et c'est après que tu comprends que c'est Juliette, le personnage. Mais en fait, le personnage le plus important, au final, c'est le silo. Oui, bien sûr. C'est le fil rouge qui lie toutes les figures qu'on voit. Et c'est le silo. Quel silo? Vous ne le savez pas. Eh bien, vous pouvez faire vos déductions sur le numéro du silo. Mais on vous le dira pas. Enfin, pour l'instant. T'as quand même pas mal d'indices dans le disque. Si vous avez été jusqu'à cette partie des spoilers sans avoir vu la série, regardez bien. Vous avez prévenu. Le moment du disque dur. Et si vous revoyez cet épisode, et je crois l'épisode 1, il y a beaucoup d'indices dans ce fameux disque dur, voilà. Il y a des captures d'écran, ça se trouve.
Ça, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que, par exemple, en faisant des recherches, moi, j'ai vu que dans certaines réactions de personnes qui avaient pas trop accroché à la série, le fait justement qu'on squeeze de persos, il y a des gens qui disaient: «Mais moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un, un référent, quelqu'un à qui m'attacher et à chaque fois, on me l'enlève, donc au final, ça m'a saoulée et j'ai arrêté», tu vois? Et c'est des choses qui Ouais. revenaient souvent dans les critiques. Donc je peux comprendre que ça puisse être, désarçonnant, mais moi, je trouve que c'est pas mal. Dans un univers comme ça qui est quand même assez dangereux, assez froid, ça te met tout de suite dans le truc que genre, bah non, faut faire gaffe parce que tu peux y passer mon coco, quoi. C'est à la Game of Thrones, quoi. Voilà, un petit peu, un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter sur la série ou est-ce qu'on se ferait un petit point justement, nous qu'on a lu les romans, qu'est-ce qu'on attend? Spoiler Qu'est-ce de qu'on aimerait spoiler. voir? Ouais, on va faire de l'inception de spoiler. On peut partir sur les Ouais. théories et Alors, je le rappelle, si vous n'avez pas lu les livres, les 3 livres donc qui sont Silo, Silo Origine et Silo Génération, vous pouvez arrêter le podcast maintenant. On vous fait des bisous, on vous invite à vous abonner comme d'hab, vous venez discuter la série, vous connaissez la marche à suivre, je vous l'ai dit en début d'émission. Comme ça, vous ne serez pas spoilés parce qu'on va vraiment parler des points, voilà, d'intrigue. Et si vous avez lu, restez avec nous. C'est parti! Qu'est-ce que c'est? C'est la clé de tout. Je crois qu'ils ignorent son existence. Ils retournent tout mon appartement. Ils regardent sous le paillasson. Mais ils le reposent sans y prêter attention. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un cadeau de la mère de George. Il l'avait reçu de sa tante Gloria. Il est transmis en secret de génération en génération. Ça date d'avant l'insurrection? Ça date d'avant le silo. Avant qu'il y ait une raison de mentir. Quand vous verrez ce que vous verrez, ne dites rien à voix haute. Ils ne doivent pas entendre. S'ils le trouvent, ils pourraient vous tuer. Alors justement, pour la saison 2, qu'est-ce que vous pensez au niveau de l'adaptation? Alors déjà, on a vu, j'ai noté, attendez, la série a adapté, je l'avais noté. c'est la première moitié du tome 1. 30 chapitres sur 82, d'après IMDb. Donc il y a encore pas mal de choses à C'est faire. clairement la première moitié, enfin la moitié du roman, il me semble. Oui. Parce qu'après, les chapitres ne font pas tous la même taille. Celui où t'as la mer qui descend en fin fond, ça dure éternité. Alors qu'à la fin, 2 pages, mais des ça. fois 1 page, des fois aussi. C'est aussi un outil de rythme, de varier la taille des chapitres. Ouais. Mais moi, je pense qu'ils vont adapter la deuxième moitié du tome 1. Et je pense qu'il y aura des éléments du tome 2 pour montrer ce qui s'est passé dans le silo où va atterrir Juliette. On est en mode spoiler, allons-y. Mais oui, allons-y. Mais l'auteur déjà aime beaucoup faire des montages parallèles, j'allais dire, des chapitres parallèles. Oui. Et donc je pense que si on suit ça, effectivement, moi ce que je ferais, c'est que je prendrais la fin du tome 1 et je mettrais des flashbacks d'éléments du tome 2, surtout quand elle arrive dans c'est le 17, c'est ça, elle vient du 18. Donc c'est le 17. C'est ça. Surtout quand elle arrive dans le 17 pour voir l'histoire justement de Solo et des gamins et tout, ça pourrait être pas mal, surtout ça pourra mettre en place la suite. S'ils font ça de manière intelligente, moi je commencerais par elle découvre Solo et le machin, et ensuite au moment où ça commence à monter un peu en rébellion dans le silo 18, mettre en parallèle ce qui s'est passé en silo 17. Donc du coup commencer avec Juliette qui arrive dans le silo 17, machin chouette, peut-être pas faire sur le silo 18 qu'est-ce qui se passe, vraiment le premier épisode ou deuxième épisode se concentrer sur Juliette qui arrive dans le silo 17. On découvre, voilà, parce que au début on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé là, machin comme elle, et ensuite, au moment où elle commence à évacuer l'eau, etc., et réhabiter le silo 17, là, on passerait sur le flashback de ce qui s'est passé dans le silo 17, et en parallèle, avec la rébellion qui se passe dans le silo 18, quoi. Ce qui permettrait de mettre en parallèle les deux, et de se dire, merde, ça se trouve, il va leur arriver la même merde que au silo 17. Ouais, c'est clair. Mais moi, ce que je ferais, c'est encore mieux, c'est genre, elle discute avec Solo, et Solo, il commence à raconter son histoire, genre, ouais, il y a les gens, ils se rebellaient et tout, mais au lieu de mettre les images de son silo à lui, on met en parallèle les images du silo 18 où ils sont en train de faire la même chose. Du coup, ça mais pourrait... ce qui est intéressant dans le tome 2, tu vois, c'est qu'on a le point de vue de quelqu'un d'autre que Solo qui comprend ce qui se passe, que Solo, au moment où il se passe les événements, c'est un gamin qui comprend pas. Oui, mais justement, ça peut permettre, tu vois, d'introduire que ça se passe en parallèle et après avoir plus d'infos. Après,
faudrait pas non plus qu'ils fassent 8 saisons, hein, je pense. Non, non, non. Faut Non. faut qu'ils y aillent, quoi. Faut qu'ils Ouais. attaquent le bousin, quoi. Ou alors, il faudrait qu'ils trouvent un fichier, justement, un autre disque dur, par exemple, où il y aurait des infos données par quelqu'un qui sait ce qui se passe. Et pendant qu'elle visionne le disque et qu'on aurait la voix de cette personne, paf, en parallèle, on te montre des images du 18, comme ça tu dis, oh merde, c'est en train de se produire là aussi. Ouais, mais je pense que tu auras le même effet en montrant ce qui s'est passé. Parce que moi, en plus, je trouve vraiment adorable les gamins que tu suis dans le tome 2. Ils sont trop choux. Moi, j'ai envie de les voir, quoi. Donc, je pense qu'ils devraient adopter vraiment le truc. Après, effectivement, ça pourrait être, je trouve, je sais pas, des restes ou des écritures qu'ils auraient fait sur des murs de la classe, par exemple. Et à partir du moment où elles remontent le fil, tu vois, etc. Ou après, ça peut être aussi dans les bouquins, parce qu'ils se prennent des notes de ce qui se passe. Donc, elle peut peut-être voir des enregistrements, etc., ce qui s'est passé. Mais je pense que ce serait intéressant quand même d'avoir, de suivre effectivement. En plus, c'est intéressant que la rébellion arrive par les coursiers, quoi. Donc, ouais. Et puis, il y a un côté chaotique, effectivement, qui est intéressant. Et ensuite, du coup, moi, je voyais qu'ils faisaient ça. Et qu'ensuite, pour la saison 3, ils mettaient en parallèle plutôt, du coup, l'aboutissement de la saga avec ce qui s'est passé au tout début. Une espèce de remontée en parallèle avec la sortie du silo et l'entrée dans le silo, quoi. D'avoir les parallèles entre les deux. Ouais, ça pourrait être pas mal. C'est pas bête, non. Et puis, en fait, faire 3 saisons et pas 8 saisons. Mais après, tu vois, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est comment ils vont mettre en scène ce qui se passe dans Origins, qui est donc le flashback de la création, voilà, du silo et comment ils se sont retrouvés dedans. Moi, ce que j'ai peur, c'est que ça puisse perdre les spectateurs si d'un coup ils partent sur ça et qu'ils te font plusieurs épisodes sur ça. C'est pour ça que pour moi, il faut que ce soit entremêlé avec autre chose. Et je pense qu'avec la fin, ça peut être pas mal, quoi. Effectivement, en parallèle. Après, franchement, j'ai du mal à me projeter parce que je trouve que c'est pas du tout évident à adapter. Et en fait, il y a des éléments du 2 qui te permettent de mieux comprendre le 3. Donc, en les mettant en parallèle, est-ce que, tu vois, ça peut pas se... Enfin, est-ce que vraiment tu fais le lien entre les deux? Parce que c'est vrai que, si tu veux, pendant le 2, on suit tout le personnage de Donald. Bon, en parallèle solo et tout, mais que tu connaissais déjà du 1. Et en fait, dans le 3, ça démarre... en fait, tu sais déjà tout de Donald et quand il communique par radio, il est déjà introduit, tu sais parfaitement qui c'est. Oui. Après, ce qui peut ne pas poser de problème aussi, ils peuvent ne pas savoir exactement qui c'est et que toi, tu découvres petit à petit de qui il s'agit. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident à mettre en place. Après, il pourrait aussi faire la saison 3 commence par effectivement le passé de Donald et ensuite on partirait sur on raccroche les wagons. En 2 épisodes, tu peux résumer le truc, je pense. Le début, de pas trop en dire, montrer le début, il fait les plans, etc. Parce que lui-même comprend pas toujours tout. Et ensuite, bim, tu raccordes avec... puisqu'au final, c'est lui qui découvre au fur et à mesure. Et en plus, il découvre des fois en discutant avec le silo. Bien sûr, il apprend des choses comme ça, ouais. Donc, du coup, le présenter quand il parle du silo 17. Et ensuite... Et ensuite le présenter dans la saison d'après. Enfin, s'ils veulent garder le côté mystérieux, je pense que ça peut être un moyen de faire. Après, ce qu'ils pourraient faire, effectivement, c'est finir la saison 2 avec, par exemple, le visage de Donald. Et il peut faire genre toute la saison 3, tant pis, sa vie à lui. Et pour finir sur le final où on raccorderait les wagons avec la saison d'avant. Mais il y a un risque, soit ça passe, soit ça casse, quoi. C'est-à-dire, soit ils vont faire ça et ça va être passionnant, ils auront un bon casting, une bonne réal, et les gens vont accepter qu'on revienne avant. Soit ça va faire fuir les gens aussi, donc il y a deux. Moi, je ferai en parallèle. Moi, je ferai en parallèle. Je garderai toujours en parallèle avec Juliette pour que ce soit avec le fil de conducteur. Je trouve que le tome 2, c'était un peu déstabilisant de plus du tout avoir le personnage de Juliette. Ouais. Je pense que ce serait mieux qu'ils mettent en parallèle avec. Enfin, comme je disais là, mais après, peut-être qu'ils vont faire effectivement. Tant qu'il faut pas un épisode Juliette, un épisode de Donald. Ouais, ça serait un peu bizarre. Il y a un truc qui se passe avant, un truc qui se passe après. Il faut. Soit tu fais un épisode ou deux où vraiment, voilà, au début en intro, on te montre que c'est Juliette qui écoute ou qui découvre des trucs sur l'histoire de ce perso. Et après, voilà, tu la revois. Il faut qu'elle soit intégrée, effectivement, parce que c'est vrai. T'as raison. Moi, ça m'avait perturbée. Et puis à la fin, quand on la revoit, j'étais déjà un peu paumée dans la temporalité. Ah bah oui, d'autant que Donald, des fois, il y a des centaines d'années qui se passent entre un réveil et l'autre, donc c'est hyper confusant, quoi. Il va falloir marquer des marqueurs temporels, quoi. Et moi, j'avais trop oublié quelle date c'était. Après, en série, t'as une facilité qui est les visuels, quoi.
Ouais. C'est-à-dire que dans le bouquin, quand tu fais une Ouais, c'est description, clair. faire comprendre que le temps s'est écoulé, c'est plus compliqué que Mmh. une série où tout de suite tu peux faire des marqueurs visuels qui te montrent le temps, quoi, tu vois. C'est ça. Tu peux avoir un truc ou des annotations et tu vois qu'elles sont effacées. Tu peux avoir des images, des affiches que tu vois et qui sont complètement délitées après. Mmh. Tu peux tout de suite montrer que le La temps a changé. peinture, par exemple, qui peut être plus nette dans le passé, qui va être plus abîmée après. C'est ça. Ouais, non, mais ça, c'est. Tu peux avoir plein de marqueurs temporels plus visuels, quoi. Ou même juste voir un personnage que tu as vu juste avant et qui tout d'un coup est tout vieux. Bon, bah, tu comprends que, voilà. Alors que dans les bouquins, c'était plus compliqué, je pense, à faire comprendre que le temps s'est écoulé. Bah, dans le bouquin, il te met juste une date en haut des chapitres et le lieu. Mais alors, moi, sincèrement, j'avais oublié dans le premier tome à quelle époque on était. Donc, au début, j'étais un peu paumée. Je fais, attends, ça se passe avant, pas avant. Je comprends rien. Combien il y a de temps? Moi, j'avais pas. Franchement, j'ai mis du temps à comprendre qu'il y avait des centaines d'années de différence. Donc, je disais, bon, bah, il y a quoi, 10 ans, 20 ans? Pour moi, c'est genre, ça faisait pas super longtemps qu'ils étaient dedans. Enfin, je me suis paumée toute seule. Écoutez, c'est la vie. Mais ouais, effectivement, il faut qu'ils essaient de réfléchir parce que comme la narration est un peu bizarroïde, soit ça passe, soit ça casse. Et c'est vrai que là, j'ai vérifié entre-temps, ils ont donc signé pour une deuxième saison, mais j'ai pas vu s'ils avaient prévu déjà d'autres saisons. Donc, ils vont peut-être attendre de voir si ça marche ou pas. À mon avis, ils vont faire au fur et à mesure de voir si ça marche. Mais je m'imagine que les créateurs de la série ont quand même réfléchi un peu. Et à la fois, s'ils font cette seconde saison sur un mélange de l'histoire du Silo 17 et la révolte de la Silo 18, ça fonctionnera encore sur très bien tout seul. Enfin, je veux dire, si ça s'arrête à là, t'auras la frustration du truc, mais t'auras quelque chose qui fonctionne, une saison qui fonctionne par elle-même. C'est ça. Ouais, exactement. Vous voyez d'autres choses à rajouter au niveau des adaptations ou des livres? Ou on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Non, après, quand même un élément qui me... Je me dis, mais Georges, du coup, a réussi à passer... Il a dit qu'il a trouvé la porte. Ouais. Il y a quand même une grosse masse d'eau. Quand elle t'en fait tomber la loupiote, tu vois que cette masse d'eau, soit il y a du pétrole qui est mélangé dedans, qui est à la lumière, soit elle est vraiment très impressionnante, puisque la lumière s'éteint pas tout de suite, normalement, hein, ça met du temps avant que l'eau rentre à l'intérieur du système. Et elle s'éteint la pression peut-être qui abîme mais je me suis dit, mais il disait l'eau n'est pas un problème, et j'avoue que ça m'est resté en tête. Je me dis, mais ce truc là n'est pas résolu, je veux savoir. Oui, alors moi j'ai trouvé ça, alors tiens, tu soulèves ce point là, mais quand tu vois la scène qu'elle va dans l'eau et qui te dit ah ouais nanana, mais je me dis c'est pas vrai, c'est l'homme de l'Atlantide, comment il a pu c'est ça, il a dit l'eau n'est pas un problème. Ouais. Alors moi je me suis dit mais d'y aller comme ça sans respirer tout seul tranquille, je fais non mais il se fout de ou alors il y a 3 cm d'eau et beaucoup de boue comme elle voyait pas, elle a cru que c'était profond, mais en fait non. Ça se trouve non, parce que c'est vrai que quand c'est tout noir c'est hyper impressionnant, hein. Si en plus c'était la soupape, laisse tomber quoi. Ah ouais non mais laisse tomber, hein. Moi je serais morte déjà, je le dis direct. Mais du coup du fait qu'ils ont mis cette peur, j'ai hâte de voir, c'est mon côté sadique, hein, j'ai hâte de voir comment elle va faire quand elle doit aller dans l'eau dans le Silo 17. J'avoue, en lisant le livre, j'y ai repensé, je me suis dit oh là 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 là. Le club des séduits. Mais je sais que c'est une bonne idée parce que franchement, elle va être en PLS quoi. Et en plus, c'était vachement bien décrit, franchement, la manière dont elle a les silos tout noirs, tu t'imagines, et franchement, j'avais des images et je pense que ça va être assez cool. Et j'ose espérer qu'en plus, il y aura des petites différences dans les silos où voilà, tu vas visuellement qui vont être des marqueurs de ce qui s'est passé. Et franchement, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir comment ils vont adapter. Moi aussi, j'ai hâte de voir ça, surtout avec le personnage de Solo. Il y a un moment, il te fait des trucs où genre, je sens l'odeur de mon caca qui... Je me dis, le gars, il a tout tapissé le silo avec. Ça va être magnifique. Elle va être contente de rentrer dedans. Écoutez, il fallait qu'on finisse sur du caca. Et voilà, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Non, mais franchement... Non. Mais franchement, Silo, voilà, les romans, on vous les conseille quand même, malgré que voilà, ils soient pas parfaits. C'est quand même intéressant, c'est un univers qui est riche, il y a des twists, il y a des persos sympas, d'autres moins sympas, mais c'est quand même intéressant. Ça reste quand même captivant quand même. Et l'univers est assez intéressant, et ce que ça raconte de l'humanité est passionnant. Tout à fait. On peut même dire que c'est comme une étude. C'est même un peu effrayant parce qu'il y a certains trucs où tu te dis c'est franchement impossible. Mais oui. Bah ouais, c'est clair. Dans les réactions des gens et tout, tu peux même faire des rapprochements avec ce qu'on vit actuellement, des fois dans certains cas. En plus, c'est certains éléments, tu fais... Quand t'entends après ce qu'ils font des recherches sur certains domaines, tu fais mais non, faites pas comme dans Silo. Mais arrêtez, bande de fous. Oh, les fous! J'avouerai, soyez maudits jusqu'à la fin des siècles. C'est une descente.
Bon voilà, en tout cas, on vous recommande et la série et le livre, donc n'hésitez pas. Et si vous les avez lus ou si vous avez vu la série, eh bien, on vous invite, comme d'habitude, eh bien, à nous laisser un commentaire. Ça peut être sur les réseaux sociaux, hein, vous tapez James et Faye sur Instagram, Twitter, enfin c'est X maintenant, pardon. On est aussi sur Blue Sky, on est sur TikTok, on est partout. Vous pouvez retrouver comme ça toutes nos productions, comme par exemple, notre nouvelle émission, Les Livres de Minuit, où on vous parle de nos lectures, on vous parle d'écriture, on vous parle de plein de choses. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. Il y a tous les liens en description. En description aussi, vous pouvez retrouver, pourquoi pas, les liens pour nous soutenir, comme par exemple Tipeee, où vous pouvez, pour 1 euro déjà, soutenir l'émission, nous aider à payer le matériel, le site, voilà, plein de choses. Ça nous aide aussi dans le quotidien, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu lourd de préparer les émissions, mais on s'éclate quand même toujours autant. Et puis vous pouvez nous mettre sinon des étoiles, des commentaires, comme je le dis, partager les émissions, déjà rien que ça nous aide beaucoup. Donc on remercie d'ailleurs tous les gens qui le font, on vous fait des bisous. Et puis dans la description, vous retrouvez aussi tous les liens pour nous suivre toutes les 3, parce qu'on fait plein de choses à côté, donc il y a tout en description. Tiens, si vous voulez dire, Léna, où c'est qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver très souvent mardi dans Comics Discovery à 21h sur Twitch avec vous, hein. Et sinon après dans d'autres épisodes de Geek en série ou sur ma chaîne YouTube Le Nain Live pour les rattrapages de Léna, où on visionne des films pour voir s'ils sont toujours cultes. Et voilà, donc il y en a des prochains de programmés. Alors ça sert un peu à rien que je vous le dise maintenant, parce que d'ici que l'émission sorte, ce sera plus les mêmes. Oui, parce que comme on a n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et chose importante, les auditeurs, vous pouvez voter pour quel film sera traité dans la prochaine émission, les rattrapages de Léna. Voilà. Ouh, mystère. Et toi, Sophie, on te retrouve où? Dis-nous. Eh dans Geek en série, effectivement, on va reprendre Lost, donc suivez-nous. Oui. Aussi dans On a supprimé les rushs, dont logiquement, je pense que l'épisode sur Godzilla Minus One sera sorti avant que sorte celui-là. Donc n'hésitez pas à l'écouter et surtout à voir le film, qui est assez extraordinaire. Et je suis aussi dans l'émission des Livres de Minuit. Tout à fait. Je sais pas si pareil, est-ce que la prochaine émission sortira avant que cet épisode? On sait pas. Voilà. En fait, il y a des émissions de dispo déjà, donc allez-y. Voilà. Oui, on va y aller. Et en plus, non seulement on lit ensemble des livres, la saga Blackwater notamment, et aussi on a des épisodes dédiés à l'écriture avec des défis à faire. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous écrivez ou si vous voulez juste faire de l'écriture détente, etc. N'hésitez pas. Voilà. Et sinon, à part ça, moi j'écris aussi. En ce moment, je suis sur la première étape de lecture et fiche du concours Murmure littéraire. Et c'est assez cool. Voilà. Bon, là, on a bouclé les inscriptions et les recrutements de juges. Mais si ça vous intéresse, sachez que chaque année, le concours recrute des juges. Si ça vous intéresse de lire, et vous pouvez inscrire un bouquin si vous avez un bouquin à faire juger. Voilà. Ok. Et puis, tu as été publié dans un recueil, c'est ça, de nouvelles? C'est ça. Voilà. C'est une anthologie qui s'appelle Les Ruines, éditée par Le Grand Chien Noir sans un dolmen. Et ma nouvelle, c'est l'avant-dernière, c'est Au bal Vauvert. Voilà, n'hésitez pas à la soutenir. Et puis aussi, vous pouvez nous retrouver toutes les deux, aussi avec Charlotte. Je fais coucou à Charlotte. Je fais coucou, elle me voit pas parce que c'est en podcast, mais elle le sait. Voilà, on écrit toutes les 3 aussi sur Surfroid, donc n'hésitez pas à aller lire nos petits articles. Voilà. On a fait le tour. Eh bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission, que ce soit un Geek en série normal, un Geek en série peut-être gros dossier, parce qu'on prépare un gros dossier X-Files aussi. Donc c'est du boulot. Et puis il y a les émissions Lost, comme tu l'as dit. Une île, voilà. Sur une île avec des mystères. Sur une île avec des mystères fantastiques. Vous aimez les mystères, des chemises fantastiques aussi. Et pareil, il y a une battle. Je pense qu'à un moment donné, il faudra mettre au vote aussi pour les auditeurs. Qu'est-ce que vous préférez? Quelle est la meilleure chemise de Jack? Une chemise chez Sawyer. Alors, Sawyer, sa chemise emblématique, je dirais que c'est celle qui est un peu de couleur bordeaux, presque pourpre, un peu marron, pourpre marron. Une qui porte souvent, surtout vers la fin de la saison 1, début saison 2, voilà, à peu près. D'accord, on l'a pas encore vu. Non, mais je vous le dis, vous verrez quand on y sera. Je vous ferai un point, la mode chez les Losties, voilà, c'est comme ça qu'on les appelle, les petits. Voilà, à très bientôt. Salut. Salut. Ciao tout le monde. Ciao.